Le jour de la naissance de Simon, on raconte qu'un vent violent a balayé la région. Sa mère a appelé ça une bénédiction des esprits du vent, un signe de son destin. Gamin, il utilisait ce don pour des trucs simples, comme se rafraîchir après l'entraînement. Il frimait devant ses potes, leur envoyant une petite brise pendant qu'il jouait. Tout le monde était bluffé, pensant que sa magie élémentaire était un don incroyable du ciel. Une fille nommée Diana regardait avec le sourire, clairement impressionnée par son talent. Ils pensaient tous que son père serait super fier quand il deviendrait un mage royal un jour. Mais cette soi-disant bénédiction avait un prix sanglant qu'il n'avait jamais demandé. Ça a placé sur sa vie un fardeau bien trop lourd à porter pour un gosse. Il s'est retrouvé noyé dans un océan de rouge, essayant de rattraper une vie déjà envolée. Le rouge a continué de s'étendre, engloutissant tout son monde, jusqu'à ce que, des années plus tard, un autre mec débarque en plein cœur de ce cauchemar. Après avoir traîné ce poids écrasant pendant si longtemps, Simon avait enfin changé. Il avait trouvé la réponse qui allait définir le reste de sa vie. Il allait buter le connard qui avait osé mettre sa tête à prix. Retour au présent, et un barrage vient de céder, menaçant d'engloutir tout un village. Un mage commence à incanter, puisant sa puissance dans le mana et des formules mystiques. Les villageois le supplient de se bouger, terrifiés à l'idée d'être tous emportés. Il maintient son sort, son cercle magique brillant de mille feux alors que l'eau s'engouffre. Une énorme barrière rose se déploie, protégeant les gens du raz-de-marée. Mais dès que le danger immédiat est passé, le mage déclare que son boulot est terminé. Il prétend que l'accord de base, c'était juste de renforcer le barrage, pas de faire un sauvetage complet. Le chef du village est désespéré et lui fait remarquer qu'il y a encore des gens coincés là-bas. Le mage s'en fout royalement. S'ils veulent plus de magie, ils vont devoir raquer. Le vieil homme n'arrive pas à croire que ce type les extorque alors que des gens sont en train de crever. Plus loin, une femme et un enfant s'accrochent à peine à des débris pendant que l'eau monte. Une vague massive s'abat sur eux, menaçant de les emporter pour de bon. C'est une situation désespérée pour la plupart, mais il y a quelques rares mages qui sortent du lot. Soudain, une énorme bourrasque de vent fend la pluie torrentielle. Quelqu'un utilise le mana pour commander la nature elle-même, sans avoir besoin de réciter quoi que ce soit. Le mage est scotché. Il sait exactement à quoi ressemble un esprit du vent de haut niveau. Un immense pilier de vent s'élevant vers le ciel dévie complètement l'inondation. La femme et l'enfant regardent en l'air, choqués de voir l'eau s'arrêter net autour d'eux. C'est de la vraie magie élémentaire, réécrivant le monde sans dire un seul mot. Une silhouette encapuchonnée s'avance calmement sur les lieux, ses bottes pataugeant dans la boue. Moins précise qu'il ne prend plus de boulot, mais qu'il va s'occuper de celui-là vu qu'il passait par là. Le villageois fixe tel camp, le petit oiseau turquoise perché sur l'épaule de l'inconnu. Il a l'air d'avoir vu un fantôme, réalisant exactement qui pourrait bien être ce voyageur. Ouin ne traîne pas pour recevoir des remerciements, s'éloignant alors que le vent continue de hurler. Une nuit à Radville, les séquelles de la tempête pesaient encore lourdement dans l'air. Des mecs avec des torchets reviennent de leur battue, demandant si les recherches ont donné quelque chose. Une femme s'effondre en larmes. Encore une journée sans nouvelles, rien que du chagrin. Le villageois pète un câble, fouillant le sol à la recherche de quelque chose qui a disparu. Soudain, un étranger avec une cape rouge se pointe et demande s'il y a une auberge dans le village. Le mec lui répond que le village n'est pas en état de recevoir des invités et lui indique la prochaine ville. L'étranger ne bouge pas et demande plutôt ce qui s'est passé ici exactement. Il repousse ses cheveux, remarquant que tout le monde a l'air de chercher désespérément quelque chose. Il désigne l'oiseau sur son épaule et prétend qu'il pourrait bien les aider. Avec une grande gestuelle, le mec se présente comme le légendaire mage du vent. Le villageois écarquille les yeux. Il n'arrive pas à croire qu'un mage de haut rang se tienne juste devant lui. Mais son choc laisse vite place au doute, se disant que le type n'a pas l'air si doué que ça. L'étranger se contente de rigoler, leur demandant s'ils savent au moins ce qu'est un vrai mage. Le villageois avoue qu'ils ont juste entendu dire que les mages sont des gens dangereux. Le voyageur a un sourire en coin et tend la main, invoquant une lumière brillante à partir de rien. Il commence à expliquer la vraie nature de la magie, une puissance qui dépasse l'entendement humain. Pour un mage, déplacer des rochers de la taille d'une baraque ou changer le cours des rivières, c'est un jeu d'enfant. Il affirme qu'ils peuvent même ramener des gens du bord du gouffre de la mort. Cette capacité à accomplir l'impossible, c'est ça qui définit la magie. Mais il précise que la magie élémentaire, c'est carrément un autre niveau. Ça demande de passer des contrats avec des esprits pour commander les forces littérales de la nature. Il se déclare fièrement maître des esprits du vent, capable d'aller n'importe où. Les villageois sont calmés, se demandant pourquoi une figure aussi puissante s'intéresserait à eux. L'étranger soupire, déçu que sa réputation ne soit pas arrivée jusqu'à ce trou paumé. Il commence à balancer les noms des mages les plus célèbres du monde, en commençant par le Saint Mahatma. Puis il y a Alex Magellan, le légendaire grand mage qui a protégé des nations entières. Il continue sa leçon, s'assurant qu'ils comprennent bien le poids de son prétendu titre. Il mentionne Karuna, le gardien des mages. Et puis il évoque le plus mystérieux de tous, le mage du vent. Il raconte la légende, un mercenaire aux cheveux gris avec un oiseau bleu qui ne foire jamais une mission. L'oiseau lâche un pépiment,
et le villageois se souvient soudain avoir entendu exactement cette histoire. Fou de joie, le mec le supplie de l'aider, pensant que leur chance a enfin tourné. Le voyageur prend la pause, affirmant qu'il est à la fois un mage de haut rang et un mercenaire d'élite. Mais là, il fait le signe universel de l'argent, disant qu'il n'aidera que s'ils font preuve de sincérité. Le villageois n'hésite pas une seconde, se précipitant pour rassembler tout l'or que le village peut trouver. Une silhouette encapuchonnée observait tout ça en silence, tandis que le mage n'oubliait pas de rappeler aux villageois d'apporter des récompenses supplémentaires pour un boulot aussi urgent. Plus tard dans la nuit, le village est calme pendant que tout le monde attend son miracle. À l'intérieur de la petite chambre, le mec, en fait un escroc, vidait un sac de pièces. Il rigole tout seul en pensant à la facilité avec laquelle il a plumé ces gens désespérés. Il regarde vers la fenêtre, prêt à se faire la malle avant que qu'un capte que c'est un charlatan. Il attrape son sac et son oiseau en cage, se moquant des villageois qui ne connaissent pas le vrai mage du vent. Il se glisse par la fenêtre, prévoyant de disparaître dans la nuit avec son butin. Il se dit que c'est de leur faute s'ils sont aussi naïfs et crédules. Mais une voix glaciale lui ordonna de s'arrêter, et l'air suffisant de l'escroc se figea instantanément. Il se retourne et trouve Ouin bloquant son chemin, lui demandant pourquoi il se barre avant que le boulot soit fini. Ouin reste de marbre face à l'imposteur, sa présence imposante dans les bois sombres. L'escroc a un sourire en coin, disant au voyageur de se mêler de ses affaires et de se casser pendant qu'il est encore de bonne humeur. Ouin ne bouge pas d'un pouce, refusant catégoriquement de s'écarter. Il exige que l'escroc rende immédiatement l'argent qu'il a volé aux villageois. L'escroc est saoulé, serrant sa cage à oiseaux et se demandant si Ouin le prend pour une proie facile. Il décide d'en finir vite, commençant une incantation magique alors qu'un seau violet brille entre ses mains. « Couteau magique !» hurle l'escroc, balançant une rafale de dagues violettes tranchantes sur son adversaire. Il se fout de la gueule de Ouin, lui conseillant qu'il vaut mieux éviter de faire chier un vrai mage. L'escroc se vante qu'il sera le dernier mage que Ouin aura la malchance de croiser. Ouin reste parfaitement calme au milieu de l'assaut, le vent tourbillonnant autour de lui pour dévier la magie sans le moindre effort. Ouin fait remarquer que si l'escroc est bel et bien un mage, il est curieux de savoir pourquoi il s'abaisse à une arnaque aussi minable. L'escroc est paumé, incapable de comprendre comment sa magie a été balayée aussi facilement. Ouin grille son petit jeu. L'escroc a utilisé des phéromones pour attirer des insectes luminescents pour ses petits tours de passe-passe. La fausse magie n'était qu'un show pour escroquer les villageois désespérés, et Ouin a honte pour son confrère mage. Les yeux bleus glaciers de Ouin se plissent alors qu'il regarde l'imposteur de haut. Même l'oiseau bleu dans la cage de l'escroc semble sentir le changement d'ambiance et crie à l'aide. Ouin lève le bras, faisant appel au véritable pouvoir que l'escroc faisait seulement semblant de posséder. Un cyclone massif entre en éruption, brillant d'une intense lumière verte qui illumine la forêt. Dans les vents tourbillonnants, une créature majestueuse commence à prendre forme juste sous les yeux de l'escroc. Elkan n'est pas un perroquet, lâche Ouin alors que le grand oiseau turquoise se perche sur son bras. Il est le grand vent lui-même. Le roi des esprits Elkan se révèle dans toute sa splendeur ancienne et surpuissante. L'escroc est pétrifié de peur en réalisant qu'il fait face au véritable mage du vent pour de vrai. Elkan ricane, trouvant amusant qu'un charlatan ait essayé d'imiter le côté maladroit de Ouin avec autant de conviction. L'escroc est sous le choc d'entendre l'oiseau spirituel parler, tandis que Ouin reste froid et concentré. Ouin lui offre une dernière chance, rendre l'or sagement, et il pardonnera l'usurpation d'identité. L'escroc capte enfin pourquoi ce mec peut utiliser la magie sans incantation, se rappelant d'un souvenir sur un champ de bataille. Il se souvient d'un jour où des dizaines de soldats ont été décimés par le pouvoir d'un seul mage du vent. Pourtant, il se rappelle aussi que malgré son pouvoir écrasant, le mage du vent n'a jamais tué personne. Pensant que Ouin est trop tendre pour être une vraie menace, l'escroc décide d'exploiter sa clémence et attrape une arme. L'escroc fait semblant de coopérer, soulevant le lourd sac d'or et agissant comme s'il se rendait. Le pourri sourit, persuadé que les types tendres, comme Ouin, baissent toujours leur garde si on fait semblant de se soumettre. Il balance le sac, prévoyant secrètement de cibler le point faible de Ouin à la seconde où la magie sera hors de l'équation. Ouin rattrape l'or, donnant au mec le conseil sévère de gagner sa croûte honnêtement à partir de maintenant. Soudain, l'escroc se jette en avant avec une lame cachée, ricanant qu'il ne joue les mecs sympas que quand ça lui chante. Ouin s'en fout de cette trahison soudaine, invoquant déjà l'esprit du vent de bas niveau, Eli. Le minuscule oiseau brillant fonce comme une traînée de lumière, répondant à la volonté de son maître. Alors que l'escroc se rapproche pour porter le coup fatal, l'air autour d'eux commence à se tordre en un courant violent. Spirale, commande Ouin, déchaînant un vortex de vent tranchant comme un rasoir et concentré. Le vent déchiquette les défenses de l'escroc, frappant son bras avec une vitesse et une force terrifiantes. Le hurlement de pure agonie de l'imposteur résonne dans la sombre forêt alors qu'il est balayé en arrière. L'escroc s'effondre à genoux, le bras en sang et le moral brisé. Ouin le domine, notant qu'il se passera beaucoup de temps avant qu'il n'utilise à nouveau la magie. Ouin chope le charlatan par la gorge,
sa voix devenant glaciale et dangereuse alors qu'il lui lance un ultime avertissement. Les yeux brillants de Wang transpercent l'obscurité alors qu'il balance un ultimatum terrifiant à l'imposteur terrorisé. L'escroc lâche un jappement pathétique, réalisant la véritable gravité de sa situation. Le charlatan s'enfuit en panique, ses cris résonnant dans les bois sombres alors qu'il court pour sauver sa peau. Wang le regarde partir avec une expression stoïque, son compagnon spirituel Elkan perché silencieusement sur son épaule. La voix télépathique d'Elkan se moque de Wang pour être trop tendre, sachant qu'il n'a jamais vraiment eu l'intention de tuer le mec. Wang regarde la cage d'oiseaux vide sur le sol, notant que l'escroc n'essaiera au moins plus de se faire passer pour lui. Elkan suggère que le tuer aurait été une solution plus définitive, mais Wang rejette catégoriquement l'idée. En relâchant l'oiseau bleu, Wang expliqua que son travail de mercenaire était une forme d'expiation. Il n'a aucune envie d'ajouter une autre vie à son lourd fardeau de péché, surtout une aussi insignifiante. Wang se retourne et commence à s'éloigner, sa cape flottant légèrement dans l'air frais de la nuit. Il jure de continuer d'avancer jusqu'à ce qu'il trouve et tue l'ordure qu'il traque. Alors que l'aube se levait sur le village, les gens se sont réveillés, ignorant que le faux mage avait été chassé depuis longtemps. Un lourd sac de pièces est balancé sur la table. Wang révèle que le mage du vent, qu'ils ont engagé hier, n'était qu'un charlatan. Il a chopé le mec qui essayait de se faufiler à la faveur de la nuit. Il leur rend l'intégralité de leurs frais et leur dit d'être plus prudents à l'avenir. Le villageois avoue qu'il le sentait mal ce mec, dès le début. Mais ils étaient tellement désespérés qu'ils se seraient raccrochés à n'importe quoi pour sauver leur gosse. Wang le fixe avec une expression froide, indéchiffrable. Il se tourne pour partir, disant qu'il n'a pas le temps de traîner ici. Au moment où il s'éloigne, la femme l'appelle pour qu'il attende. Elle explique qu'ils ne sont pas riches, et que perdre cet argent aurait ruiné tout le village. Wang se retourne, pris au dépourvu par sa gratitude soudaine. Elle lui tend un petit paquet de nourriture pratique pour le voyage. C'était tout ce qu'ils avaient à offrir en guise de gratitude pour sa gentillesse en ramenant l'argent. En regardant le village, Wang ajusta sa capuche, perdu dans de profondes pensées. Les villageois sont sur les nerfs, se poussant les uns les autres à reprendre les recherches pour les disparus. Une femme au visage fatigué observe la scène, les yeux remplis d'un mélange de peur et d'un faible espoir. Le bruit de bottes lourdes sur le plancher en bois attire l'attention de tout le monde dans la pièce. Un homme se tient bien droit avec son faucon spirituel, sa présence imposant le silence à la foule. Wang s'avance dans la lumière, demandant aux villageois de lui expliquer la situation plus en détail. Un des hommes raconte comment les enfants ont commencé à disparaître du village, un par un. Mais récemment, la situation a empiré, et maintenant tous les gosses du village se sont volatilisés sans laisser de traces. Le premier enfant disparu a finalement été retrouvé, mais les détails étaient atroces. Le corps du garçon avait été mutilé, son cœur grossièrement arraché de sa poitrine. Wang est visiblement perturbé, fronçant les sourcils en entendant parler du cœur manquant. Le villageois confirme ce détail macabre, affirmant que ça ressemblait à l'œuvre d'une lame plutôt que d'une bête, alors que les yeux de Wang brillent d'une froide détermination renouvelée. Un jeune garçon pleure alors que le feu consume tout autour de lui. Un coup de taille brutal fend la chaleur et le chaos. Une silhouette sombre domine le garçon, disant à Simon de se rendre enfin utile pour une fois. Le jeune Simon ne peut que le fixer, les larmes coulant sur son visage. Dans un reflet glacial, une épée est levée bien haut, prête à frapper. Une voix exige qu'il donne son cœur. En secouant cette illusion, Wang se tient au milieu de villageois qui sont poussés au bord de la folie. Ils sont terrifiés, incapables de comprendre pourquoi un truc aussi horrible s'est abattu sur eux. Un mec demande quel est le rapport entre tout ça et la magie. Wang explique que, jusqu'à récemment, une sombre superstition régnait dans la région. Les gens croyaient que dévorer le cœur d'un jeune mage accorderait des pouvoirs magiques même à une personne ordinaire. Ça a conduit à une chasse massive d'enfants ayant la moindre étincelle de talent. Le villageois insiste sur le fait que leur ville n'a absolument aucun lien avec la magie. Wang dit qu'une certaine aptitude reste dormante, mais c'est assez simple à vérifier. Il lève la main, et une sphère de vent commence à tourbillonner au-dessus de sa paume. Il demande aux villageois ce qu'il voit. Le mec ne voit qu'un amas de lumière bleue et sent une légère brise. Mais caché dans cette lueur se trouve Eli, un esprit du vent de bas niveau. Elkan observe depuis son épaule pendant que les villageois fixent la scène, ne voyant rien du tout. Ils sont complètement ordinaires. Aucun d'eux n'a un flux de mana suffisant pour percevoir les esprits. La femme se souvient que quelqu'un d'autre a fait un truc très similaire il n'y a pas si longtemps. Des hommes de l'église d'Ernia avaient fait du porte-à-porte avec une lanterne, demandant à tout le monde ce qu'ils voyaient. Wang l'attrape, lui demandant urgemment si elle se souvient de leur visage. Il cherche dans sa cape quelque chose qu'il transporte. Il sort un croquis de son père, Kleines, et demande si c'était cet homme. Après avoir eu ses réponses, Wang s'enfonce dans les bois environnants pour trouver celui qui a vraiment détruit le village. Il cherche à travers les arbres avec Elkan qu'il observe depuis son épaule. Cette femme tremble en racontant l'histoire. Elle dit qu'ils n'ont même jamais vu les visages des gens qui ont pris les enfants. Ils étaient toujours masqués, des moines de l'église d'Ernia. Leur lanterne était le plus gros indice, brillant d'une lumière jaune mystique et bizarre au lieu d'une flamme normale.
Wang regarde au-dessus des montagnes, se demandant s'ils utilisaient un esprit de lumière. Ça n'a aucun sens. Pourquoi la religion détesterait-elle des villageois au hasard pour trouver des aptitudes magiques? Elkan, son compagnon oiseau, pose la vraie question. Est-ce que ça concerne vraiment le type que Wang traque, ou est-ce qu'il joue juste au héros? Wang ne fait pas ça par bonté d'âme. Il sait que Kleines était l'un des monstres qui chassaient les cœurs de mage. Klein a été repéré près de ce village, et la traînée de cadavres d'enfants mutilés qu'il laisse derrière lui est difficile à louper. Elkan admet que c'est une sacrée coïncidence, mais si ces gosses n'ont aucune magie, il n'y a aucune raison de les enlever. Il a raison. Ces villageois n'ont pas la moindre goutte de talent magique en eux. Mis à part la logique, Wang ne peut pas juste fermer les yeux sur ce qui se passe. Il s'avance au bord de la falaise et commence sa descente. Elkan s'envole dans le ciel, tournoyant au-dessus du village silencieux en contrebas. Depuis ce point de vue, Wang est sûr qu'ils trouveront quelque chose s'ils cherchent bien. Elkan demande pourquoi ils ont dû grimper tout en haut, et Wang lui fait remarquer que des kidnappeurs avec un groupe d'enfants ne peuvent pas voyager vite ou loin. Ils doivent forcément avoir un repère dans le coin pour s'en servir de base. La seule raison pour laquelle personne ne l'a encore trouvé, c'est parce qu'ils l'ont caché derrière un mur de magie. Mais Wang a plus d'un tour dans son sac. Il dit qu'il n'y a aucun endroit que le vent ne peut atteindre. Il invoque un groupe de petits esprits du vent, qu'il appelle Eli, pour repérer la zone. Il joint les mains et se concentre, un blason magique lumineux apparaissant devant lui. Il lance « Vision du vent », en voyant les esprits agir comme ses propres yeux. Les petits oiseaux de vent plongent dans la forêt, se faufilant à travers les branches à une vitesse vertigineuse. Wang partage leur perspective, son esprit fonçant à travers les bois denses. La magie ondule à travers le terrain, cherchant le moindre signe d'une barrière cachée. Il reste concentré, canalisant son énergie alors que les données affluent vers lui. L'un des oiseaux détecte une perturbation et prend un virage serré en sa direction. Il heurte une distorsion scintillante, révélant une structure cachée planquée dans les arbres. Les yeux de Wang s'ouvrent brusquement. Il l'a trouvée. Elle est là. Une barrière magique massive qui tourne à plein régime pour cacher une tour de pierre. Elkan lui dit d'arrêter de perdre du temps et de juste démanteler le sort. Wang admet qu'il ne sait pas vraiment comment faire ça, ce qui a le don d'agacer l'oiseau. Au lieu de faire dans la dentelle, il décide qu'ils vont juste faire sortir tout le monde par la force. Il fait appel à Elshta, un esprit du vent de haut rang qui se manifeste sous la forme d'un immense oiseau majestueux et lumineux. Elkan est toujours sceptique, pensant que le « petit gars » ne fera même pas une égratignure à une barrière magique. Elshta s'élance dans l'atmosphère, rassemblant une quantité incroyable d'énergie éolienne. Un immense pilier de lumière jaillit de l'esprit, s'élevant très haut dans le ciel. Wang donne l'ordre, lance cyclone. Une lance massive et tournoyante d'énergie éolienne fonce vers la forêt comme une étoile filante. L'impact est absolument dévastateur, vaporisant littéralement les arbres dans la zone d'explosion. Elkan pète un câble, traitant Wang de grand malade pour avoir utilisé une attaque aussi excessive. Un immense cratère fumant est tout ce qu'il reste du paysage. La frappe a pulvérisé le flanc de la falaise, envoyant un rocher énorme s'écraser directement sur la tour cachée. Ils vont devoir sortir maintenant, que ça leur plaise ou non. Les débris de l'explosion massive pleuvent dans le cratère fraîchement formé. Wang se tient droit pendant que la poussière commence à retomber, sa cape flottant dans les restes de vent. Lui et Elkan prennent un moment pour évaluer les dégâts qu'ils viennent de causer. En bas, l'entrée de la tour de pierre est enfin débarrassée de sa magie de dissimulation. Le bâtiment est posé au centre de la destruction, paraissant relativement intact malgré l'énorme souffle. Elkan n'est pas impressionné. Il pense qu'utiliser autant de magie était un énorme gâchis d'énergie et demande pourquoi ils n'ont pas juste utilisé une simple bourrasque. Mais Wang a un plan. Il explique que puisque 15 gosses ont disparu, ils ne peuvent pas tous être dans ce tout petit bâtiment. Il s'est dit qu'il devait y avoir un énorme sous-sol et qu'une frappe aussi lourde ferait trembler toute la place, forçant les cultistes à venir voir. Elkan lui lance un regard, le traitant sarcastiquement de vrai génie. Malgré les critiques, Wang est satisfait. Il a obtenu exactement ce qu'il voulait. Leur attention. L'entrée scintillante de la tour reste ouverte, attendant que quelqu'un en sorte. Wang se planque derrière un arbre à proximité, gardant les yeux rivés sur la porte. Comme prévu, un seul moine sort prudemment de la tour pour voir ce qui a causé ce tremblement de terre. Il porte les robes sombres emblématiques et ce masque doré dérangeant en forme de doigts humains. Le masque a un design bizarre, avec des doigts en or moulé pour donner l'impression qu'il lui couvre les yeux. Depuis sa planque, Wang attend le moment parfait pour frapper. Le moine s'avance un peu plus dans la clairière, complètement ignorant qu'il est observé. Il se promène sur le bord du cratère, essayant de comprendre ce glissement de terrain. En un éclair, Wang réduit la distance, apparaissant juste derrière le cultiste sans méfiance. Un seul coup lourd envoie le moine direct au tapis. Quelques minutes plus tard, le cultiste est dépouillé de son équipement et solidement attaché à un arbre. Wang enfile la robe et le masque volé, disant à l'homme inconscient qu'il les lui emprunte pour un moment. Maintenant parfaitement déguisé, le mage se dirige vers l'entrée sombre de la tour. Ses yeux bleus glaciers sont froids et déterminés derrière les doigts dorés du masque.
Il entame la longue descente d'un étroit escalier de pierre menant dans les profondeurs souterraines. Tout en ajustant le masque flippant, il se prépare à affronter ce qui l'attend en bas. Avec un petit mot pour Elkan, il pénètre au cœur de la base ennemie. Les escaliers s'ouvrent sur une immense caverne sinistre éclairée par des torchées vacillantes et des plantes bioluminescentes. Il s'enfonce dans les profondeurs, ses pas résonnant dans les couloirs silencieux. Il atteint le fond, posant le pied sur un sol fait de terre battue et de racines emmêlées. L'endroit est massif, ressemblant plus à une grotte naturelle qu'à une forteresse construite. Des racines d'arbres géants pendent du plafond comme des tentacules, et toute la zone est remplie de champignons luminescents. Ouin tend la main pour toucher l'un des piliers massifs, remarquant qu'il est fait d'une sorte de sève durcie et collante. Elkan lui aboie tout de suite dessus, l'avertissant de ne toucher à rien, surtout pas à ces champignons. Il explique que les champignons et la sève sont hautement inflammables. Une seule étincelle transformerait cette caverne entière en un véritable enfer. Surpris par la précision de l'info, Ouin demande comment un oiseau peut savoir un truc pareil. Elkan en profite pour se la péter, le traitant de gamin qui sent encore le lait, et lui rappelant qu'il a vécu des milliers d'années de plus. Ouin lui dit de la fermer et de rester discret. Il entend quelqu'un arriver. 2 moines s'approchent de lui, demandant un rapport sur ce qui vient de se passer dehors. Ouin la joue cool, affirmant qu'un glissement de terrain a fait s'écraser un énorme rocher, mais qu'heureusement il n'y a pas eu de vrais dégâts. L'un des moines a l'air de gober l'histoire, même s'il semble un peu saoulé par l'interruption. Mais en regardant de plus près, quelque chose chez le petit nouveau semble attirer son attention. Ouin retient son souffle, le masque en forme de main dorée cachant la sueur qui perle sur son front. L'un des moines pointe du doigt, exigeant de savoir ce que fout cet étrange oiseau turquoise sur son épaule. Oh merde. WYN ese maudit interie urement. Il a tellement l'habitude qu'Elkan soit là qu'il a complètement zappé qu'un petit nouveau minable ne devrait pas avoir une créature magique comme animal de compagnie. Elkan le fixe avec ses yeux jaunes impassibles, ressemblant plus à un prédateur qu'à un animal de compagnie. Derrière le masque, les yeux bleus de Ouin se plissent. Il lui faut une diversion, et vite. Il n'eut pas à attendre longtemps. D'un geste brutal et froid, il balaya l'esprit du vent de son épaule. Les autres cultistes eurent un mouvement de recul, avertissant le nouveau de faire plus attention et d'arrêter de ramener n'importe quelle connerie à l'intérieur la prochaine fois. Ouin se prosterne immédiatement dans une révérence profonde et soumise, s'excusant en boucle pour son animal rebelle. Mais Elkan ne joue pas la comédie. Il est sincèrement insulté, ses plumes se hérissant d'une énergie dangereuse. Ouin réalise que ses excuses ne vont pas arranger les choses. Elkan a la mèche courte, et ces types viennent de l'allumer. À sa grande surprise, le moine en chef ignore l'incident, lui balançant une lourde boîte en bois et lui disant de se mettre en rang. Ouin prend la boîte, de plus en plus perdu. Qu'est-ce qui peut être si important pour qu'ils ignorent une attaque directe? Il regarde à l'intérieur et son estomac se noue. C'est rempli d'un assortiment macabre de scalpels, de scie à os et de couteaux dentelés. La voix du moine est glaciale alors qu'il explique qu'ils ont un emploi du temps serré. Les cœurs du prochain lot d'enfants doivent être livrés sur le champ. L'image du voleur de cœurs flash dans l'esprit de Ouin. Un grand malade souriant qui traite les vies humaines comme du bétail à récolter. « Qu'est-ce que tu fous » aboie le moine, ramenant Ouin à la réalité. « Dépêche-toi » Ouin emboîte le pas derrière eux, la mâchoire serrée à s'en briser les dents. « Très bien, pense-t-il. Je vais rester juste derrière vous. » Ils descendent encore plus profondément dans la pénombre, arrivant devant une rangée de lourds barreaux de fer qui ressemblent à un vrai cauchemar. Une mouche solitaire bourdonne dans l'air stagnant, le seul son dans ce silence oppressant. Elle volette entre les barreaux, attiré par l'odeur de la crasse et du désespoir. L'insecte se pose sur la joue d'un jeune garçon qui a l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Il est assis seul dans un coin, sa voix à peine un murmure alors qu'il appelle une mère qui ne viendra pas. Dans l'ombre derrière lui, une douzaine d'autres gosses sont blottis les uns contre les autres, les yeux écarquillés par un traumatisme qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Le bruit d'une lourde serrure qui tourne résonne dans la pièce, les faisant tous sursauter. Un rail de lumière blafarde perce l'obscurité alors que la porte de la cellule est ouverte à la volée. 3 silhouettes encapuchonnées entrent dans la cellule, leur présence projetant de longues ombres terrifiantes sur les prisonniers. L'un des moines lâche un petit rire sadique alors qu'il inspecte l'inventaire. « Bon » murmure-t-il, la voix dégoulinante de vice. « Par qui on commence ?» Les gosses éclatent en hurlements de pure terreur, se bousculant au fond de la cellule pour échapper au monstre en noir. Ouin reste au fond, les yeux fixés au sol. Il sent la rage bouillir dans sa poitrine, menaçant d'exploser. Le clac métallique d'une chaîne qu'on attache sonne comme un coup de tonnerre dans ce petit espace. Un petit garçon est traîné de force et attaché sur un autel de pierre froide, son petit corps tremblant pendant que le moine lui dit d'être un gentil garçon. Le chef cultiste se penche sur lui, un sourire grotesque et carnassier visible même derrière le masque au doigt. Une seule larme coule sur la joue du garçon alors qu'il regarde son bourreau, son souffle coupé par des sanglots déchirants. « Passe-moi le couteau » ordonne le moine, tendant un gant vers Ouin. Ouin plonge la main dans la boîte, ses doigts se refermant sur l'acier froid d'une lourde lame.
Les pleurs du gosse s'intensifient, le bruit de son désespoir remplissant toute la pièce. « J'ai dit dépêche-toi » hurle le cultiste, perdant patience en fusillant le nouveau du regard. D'un mouvement fluide, Ouen plante directement la lame à travers la main tendue du moine, la clouant à l'autel. Il arrache sa lourde robe, une rafale soudaine et violente de vent, vers explosant autour de lui comme un bouclier physique. La force du vent est colossale, balayant les deux autres cultistes en arrière pour les encastrer dans les murs de pierre. « Argue » hurle le moine en chef, partagé entre l'agonie et la confusion. « T'es qui bordel ?» Le masque doré en forme de main s'écrase sur le sol de pierre, symbole de la supercherie de Ouen balancé aux ordures. Le sang frais goutte d'une main mutilée, macabre témoignage de la violence qui vient d'éclater. Des courants tourbillonnants de vent émeraude fouettent l'air autour de Ouen alors qu'il fixe ses ennemis, sa voix glaciale et définitive. « C'est moi qui pose les questions maintenant », déclare-t-il. « Vous avez juste le droit de répondre. » La panique s'installe alors que les cultistes survivants réalisent qu'ils sont coincés avec un monstre. L'un d'eux tourne les talons et détale, ses bottes martelant la pierre humide alors qu'il essaie de s'enfuir plus profondément dans l'ombre. « Qu'est-ce que ce mec fout ici, bordel ?» hurle le moine dans sa tête, le visage déformé par la pure terreur. Comment il a trouvé cette planque? Faut qu'on prévienne les autres, et vite. Une violente décharge de magie du vent s'abat sur les lourds barreaux de fer, la force brute faisant trembler tout le quartier pénitentiaire. À l'intérieur de la cellule, les enfants se recroquevillent dans un coin, les yeux écarquillés de peur alors que les bruits de bataille et les cris remplissent le couloir. Ouen ne laisse pas sa proie s'éloigner. Il lâche une rafale concentrée de vent qui déchire l'air stagnant. Le moine en fuite est soudainement soulevé de terre, piégé dans un vortex tourbillonnant d'énergie verte qui le claque contre le mur de pierre glaciale. Ouen s'avance, ses yeux bleus glaciers fixés sur le type. Où est Kleines en ce moment? Exige-t-il. Le cultiste lâche un cri étranglé alors que le vent se resserre autour de sa gorge comme une véritable corde de pendu. « Comment » râle-t-il, la voix étouffée par le sang et l'incompréhension. « Comment tu connais ce nom ?» Le regard de Ouen se durcit, sa main en sang tremblant d'un mélange de rage et de dégoût. « Vous avez osé faire un truc pareil en utilisant le nom de la doctrine d'Ernia, » gronde-t-il. Il se penche plus près, sa voix tombant à un murmure dangereux. « Dis-moi, est-ce que le roi actuel en a aussi après le cœur d'un jeune mage ?» Un sifflement aigu de vent fend l'air, signalant qu'ils ne sont pas tout seuls. Le vortex s'intensifie, les bords tranchants du vent déchiquetant les robes du moine et faisant couler plus de sang. « Parle !» hurle Ouen, le vent autour de lui faisant écho à sa furie. Où est Klein en ce moment? Au lieu de répondre, le moine lâche un rire gras et gargouillant. « Contente-toi de me tuer » crache-t-il, le sang jaillissant de ses lèvres. Ouen le fixe, son expression indéchiffrable, le poids de sa mission pesant lourdement sur ses épaules. Soudain, un tintement métallique rythmique commence à résonner à travers les couloirs de pierre. Un bruit qui n'a rien à faire dans ce tombeau silencieux. Le sourire du moine mourant s'élargit. « Et c'est le système d'alarme » murmure-t-il, observant la réaction de Ouen avec une joie sadique. Une explosion soudaine d'énergie magique violette percute la barrière de vent de Ouen. L'impact est si violent qu'il envoie le cultiste mutilé valser à travers la pièce. Le type crache encore du sang, les yeux fous et victorieux. « Et on dirait que t'as oublié qu'il restait un des nôtres. Nous aussi on a un mage dans notre camp, tu sortiras pas d'ici vivant. » Ouen repense à son passé. « Comme si je pouvais oublier » marmonne-t-il. Puis il se lâche. Un hurlement résonne dans la pièce alors que la magie du vent déchiquette sa cible. Le clerc était complètement cuit, cloué au sol et se vidant de son sang sur le sol gelé. Ouen ne montre aucune pitié. Il s'assure que le mec reste bien conscient pour la suite. Il lui dit direct. Traquer ces tipins par un devenait vraiment chiant. Tout près, l'un des gosses kidnappés est encore enchaîné à la dalle du rituel, observant toute cette scène brutale. Ouen ne prend même pas la peine d'y aller doucement. Il chope juste le cultiste et commence à le traîner dans le couloir comme un sac poubelle. Soudain, une alarme assourdissante hurle dans toute la base, alertant tout le monde de la présence d'un intrus. Les moines de l'église commencent à grouiller dans les couloirs, se précipitant pour voir ce qui se passe bordel. On peut entendre leurs bottes marteler la pierre alors qu'ils se rapprochent de la source du bruit. Ils se rassemblent dans le hall principal, armes dégainées et totalement paumés sur la situation. Un moine déboule, paniqué. Il hurle qu'un mage cinglé vient de fumer Éar à lui tout seul. Le chef des cultistes n'en croyait pas ses yeux. Il se demandait si ce n'était qu'un héros de passage qui avait accepté une requête des villageois. C'est là qu'un corps en s'envole hors des ténèbres et s'écrase lourdement sur le sol juste devant eux. Le corps du cultiste gisait là, massacré par Ouen. La scène avait de quoi retourner l'estomac de n'importe qui. Les moines restent paralysés, fixant avec un choc total leurs camarades mutilés. Ouen s'avance dans la lumière, couvert de sang et l'air complètement imperturbable. « Tout le monde est là ?» demande-t-il. Le corps du cultiste gisait là, pris de spasmes. Un message clair comme de l'eau de roche. Ouen n'était pas là pour taper la discute. Le chef du culte serra les dents,
réalisant que ce type boxait dans une toute autre catégorie. Il ne veut prendre aucun risque et hurle à ses hommes de tuer l'intrus sur le champ. Le chef commence à incanter, un cercle magique violet brillant pendant qu'il prépare un sort lourd. Le reste des moines chargent avec leurs épées, hurlant en essayant de submerger Wang. Wang ne bouge pas d'un pouce. Son esprit du vent commence à tourbillonner autour de sa main, rassemblant de la puissance. Il riposte, envoyant une vague d'énergie éolienne vers la première ligne d'attaquants. Un moine hurle alors que les lames de vent le découpent comme s'il était fait de papier. Ça tourne au véritable hachoir à viande. Les moines se font déchiqueter alors que le vent ravage la pièce. Wang lance son attaque, spirale. Un énorme vortex de vent et de sang explose, anéantissant tout sur son passage. Le leader cultiste était paralysé. Il réalisa qu'il ne combattait pas un mage ordinaire, mais quelqu'un avec un contrat d'esprit de haut niveau. Pris de panique, il lâche sa meilleure cartouche, une explosion arcanique. Un énorme rayon d'énergie violette fonce sur Wang, mais Wang se contente de fixer l'attaque qui arrive, son expression aussi froide que la glace. Le rayon frappe avec une explosion assourdissante, soulevant un nuage massif de poussière et de débris. Le mage se met à rire, persuadé que personne ne pourrait survivre à un impact direct pareil. Mais quand la fumée se dissipe, le sol est vide. Il y a un cratère, mais aucun corps. Le mage arrête de rire net. Il regarde frénétiquement autour de lui, son cœur loupant sûrement un battement. Il n'a pas à chercher bien loin. Wang est déjà réapparu juste derrière lui comme un foutu fantôme. Le mec est terrorisé. Il réussit à peine à bégayer une question avant d'être coupé direct. Wang l'écrase au sol avec une frappe brutale, faisant gicler le sang sur le sol. Il regarde le chef vaincu avec ses yeux bleus glaçants. Où est Klein S en ce moment? Le mage ne peut que le regarder, incrédule. Il capte que Wang n'est même pas venu pour les gosses. Il traque un autre genre de monstre. Le plafond de la grotte commence à laisser pleuvoir de lourdes roches. Le moine cultiste ricane entre ses dents, couvert de sang. Il s'en fout de crever tant que Wang est enterré avec lui. Il explique que tout l'endroit est piégé pour s'effondrer automatiquement. La poussière et les débris remplissent l'air alors que la défaillance structurelle s'accélère. Une énorme stalactite se détache et plonge vers le sol. Wang esquive la pierre tombante d'un bond rapide. Profitant du chaos, le moine tourne les talons et file dans l'ombre. Mais Wang n'est pas prêt de laisser son unique piste s'évaporer. Le mec continue de brailler, se foutant de sa gueule sur le sort des enfants qui vont être ensevelis sous les décombres. Le regard de Wang devient tranchant. Il se propulse en avant, réduisant la distance en une fraction de seconde. Il le rattrape en un battement de cœur et plaque le cultiste au sol. Le type lâche un hurlement étranglé alors que l'impact lui secoue les os. D'énormes blocs de roche se fracassent sur le sol tout autour d'eux. Ils sont en train de se battre au milieu d'une véritable avalanche. Wang le frappe avec une rafale concentrée de vent. Un flash aveuglant jaillit là où le mana percute. Il l'a cloué contre le mur de la grotte, ne lui laissant pas une seule seconde pour reprendre son souffle. Le moine est laissé haletant, le visage recouvert de sang frais. Wang lève les yeux vers le plafond, cherchant une porte de sortie. Le cultiste continue de ricaner, persuadé qu'il n'y a aucune échappatoire. Une autre immense dalle de pierre tombe des ténèbres au-dessus d'eux. La caverne entière se transforme à vitesse grand V en fosse commune. Le cultiste n'arrêtait pas de menacer Wang quant au sort des gosses, insistant sur le fait que le moindre délai supplémentaire signifierait une mort certaine pour eux tous. Il canalise son mana en un point unique et concentré. Une vive lueur verte commence à bourdonner autour de sa main. Il pulvérise un chemin à travers les débris qui tombent au-dessus de sa tête. Il dit au type qu'il va juste faire sa propre sortie et qu'ils finiront l'interrogatoire dehors. Le moine le regarde comme s'il avait complètement pété un câble. Pour lui, creuser à travers 100 mètres de roches massives, c'est impossible. Mais il voit que Wang pourrait bien en être capable. Le cultiste décide qu'il préfère crever là, tout de suite, plutôt que de finir comme Ea. Wang sent un changement dans le mana autour d'eux. Le moine se jette sur lui dans un ultime mouvement désespéré. Ils entrent en collision alors que d'autres rochers s'écrasent sur le sol. Le mec commence à incanter un sort sombre et frénétique. Un cercle magique incandescent brûle à travers les vêtements du moine. Wang réalise que ce grand malade a l'intention de s'autodétruire. Il appelle Elbiron pour qu'il se déploie. Il n'y a pas la place de fuir, donc il va devoir encaisser l'explosion de plein fouet. L'œil du cultiste s'écarquille alors que le sort atteint sa puissance maximale. Protection Implement. Un bouclier d'énergie aveuglant explose autour de Wang juste au moment où tout devient blanc. Au-dessus de la cime des arbres, deux oiseaux pépissent sur une branche tranquille. Cette paix est pulvérisée instantanément alors que la tour entière part en fumée. Le sort d'autodestruction pète avec une force terrifiante. Une onde de choc massive rase tout ce qui est en vue, ne laissant qu'un cratère fumant. La poussière commence à retomber sur les ruines du repère. Là où se dressait une immense forteresse, il n'y a plus rien qu'un trou béant dans le sol. Une paire de bottes crissent sur les lourds décombres. Wang émerge du nuage, ses fringues en lambeaux et trempées de sang. Il serre les dents, réalisant qu'il a sous-estimé le fanatisme de ses moines. S'il avait été une seconde plus lent avec sa défense,
il n'en serait pas sorti vivant. Il se tient la poitrine, frustré de voir sa seule piste se faire exploser la tronche. Il se demande ce que Cline mijote vraiment, et si ces moines venaient seulement de l'ordre d'Ernia. Se déguiser comme ça sent la couverture pour un truc encore pire. Il prend une longue inspiration tremblante, laissant la tension s'échapper. Il est complètement vidé, ses réserves de mana ont touché le fond, mais il avait encore un boulot à finir. Loin au-dessus des ruines, un immense oiseau spirituel plane dans les airs. Il transporte les gosses que Oin a sauvés, les gardant en sécurité et loin de l'explosion. Ils dorment à poing fermé, enfin hors de danger. Oin les regarde partir, un rare moment de soulagement traversant son visage. 2 jours plus tard, les choses se sont enfin tassées dans un village voisin. Oin est prêt à reprendre la route, mais un villageois l'appelle pour l'arrêter. Ils sont incroyablement reconnaissants et le supplient de rester se reposer un peu plus longtemps. Il leur offre juste un petit sourire et dit qu'il a un long voyage qui l'attend. Ils essaient de lui refourguer un sac en guise de récompense pour avoir sauvé leur famille. C'est pas grand-chose, mais ils insistent pour qu'il l'accepte. Une femme du coin s'avance, le remerciant du fond du cœur. Elle lui propose un petit paquet de nourriture pour son voyage. Oin regarde le sac d'or puis le repas simple. Il explique qu'en temps normal, il prendrait une commission officielle via une guilde pour un boulot pareil. Les villageois attendent, craignant qu'il ne les rembarre. Mais vu qu'il a fait ça sur un coup de tête, il prend la bouffe et laisse l'or. Alors que le soleil commence à se coucher, une calèche cahote sur la route forestière. Oin est enfin en route pour la ville de Greydhill. Depuis l'ombre de la calèche, une voix familière lâche un grognement méprisant. Elle camp la mauvaise, traitant Oin de malade mental pour ce qu'il a foutu à la tour. Il parle du fait que Oin a invoqué un esprit de haut niveau en plein milieu d'une baston. Envoyer Elshta sauver les gosses pendant qu'ils se battaient encore était un pari suicidaire. Elkan lui fait remarquer que la consommation de mana à elle seule aurait dû suffire à le tuer. Un faux mouvement et lui, ainsi que les enfants, auraient fini raide mort. Le roi des esprits le foudroie du regard, ses yeux jaunes brûlant d'irritation. Il prévient Oin qu'il ne pourra pas lui sauver la mise à chaque fois qu'il marche volontairement dans un piège mortel. Oin fixe la fenêtre de la calèche, l'esprit visiblement occupé par les événements des derniers jours. Oin demanda pourquoi Elkan boudait dans son coin, se demandant si c'était encore à cause de cet incident. L'oiseau s'est perché sur une caisse en bois, expliquant que l'insouciance de Oin était la raison pour laquelle ils avaient tous failli y passer. Oin lâche un petit sourire d'excuse, expliquant qu'il n'avait vraiment pas le choix à ce moment-là. Elkan pousse un gros soupir, râlant d'être lié par contrat à un humain aussi taré. Il change de sujet, demandant si Oin a réussi à trouver quoi que ce soit sur le type qu'il traquait. Oin sort un bout de papier de sa cape, avouant qu'il n'a pas trouvé Cline lui-même. Cependant, il a réussi à sauver un bout d'une lettre que les moines s'échangeaient avant l'explosion. Le nom écrit sur les restes carbonisés saute aux yeux, la branche de Greydhill. Greydhill est une grande ville prospère, connue pour abriter une importante succursale de l'ordre d'Ernia. Oin soupçonne que c'est là que sa cible, et la connexion avec l'ordre se dirige ensuite. Il sait que Cline n'est pas un homme de foi, ce qui rend son alliance avec les moines plus que louche. Les roues de la calèche claquent alors qu'il voyage vers la ville sous un ciel qui s'assombrit. Elkan l'observe, posant finalement la question qui lui trotte dans la tête. Qu'est-ce que Clyness lui a fait exactement? La calèche plonge dans un silence lourd et pesant. Elkan attend une réponse, mais l'expression de Oin reste glaciale et indéchiffrable. Soudain, un souvenir aigu et douloureux transperce le silence. L'image d'un homme dissimulé dans l'ombre, une présence sombre qui hante Oin depuis 10 piges. Il y a 10 ans, au cœur du royaume de Terris, une violence d'un autre genre a eu lieu. Dans une grande arène, 2 épéistes s'affrontent avec une intensité mortelle lors d'un duel officiel. L'un des hommes hurle à la trahison, incapable de croire que son camarade se retournerait contre lui comme ça. Son adversaire reste de glace, lui disant qu'un guerrier devrait parler avec sa lame, pas avec sa bouche. Une aura écarlate s'embrase autour de l'épée du guerrier aux yeux froids, alors qu'il prépare le coup de grâce. D'un seul coup dévastateur, il pulvérise la défense de son ancien ami. Les yeux de la victime s'écarquillent de choc alors que le caractère définitif du coup fait son effet. La vie le quitte instantanément, une victime de plus dans un jeu de pouvoir impitoyable. Le vainqueur se tient seul au milieu des vaincus, son visage dénué de tout remords humain. La voix de l'annonceur résonne dans la salle, déclarant Cline vainqueur du duel d'honneur. Cline rengaine son épée alors que les gardes royaux se tiennent au garde-à-vous rigide. De lourdes portes grincent alors que l'entrée du roi est annoncée. Une main ridée, ornée de lourdes bagues et tachée de crasse, se tend. Le roi de Terris boite dans la pièce, ses robes royales traînant sur le sol ensanglanté. Il contemple les cadavres avec un sens pervers de la curiosité et de l'amusement. Il lâche un rire sec et grinçant, qualifiant Cline de véritable épée du royaume pour avoir éliminé les inutiles. Cline s'incline profondément, affirmant sa loyauté absolue en tant que simple outil pour le trône. Plus tard, la scène passe à l'opulence étouffante de la salle de banquet royal. Le roi mâchonne son repas, écoutant d'une oreille distraite les rapports sur les mages qui se rebellent contre ses lois. Il regarde le reflet dans ses couverts, une lueur maniaque dans ses yeux bleus pâles. Il aborde une légende sombre et horrible,
la croyance selon laquelle manger le cœur d'un jeune mage peut octroyer des pouvoirs magiques. Il est assis en bout d'une longue table vide, pendant que Klein est agenouillé dans l'ombre à l'autre bout. Le roi admet son propre désir maladif de posséder la magie, quel qu'en soit le prix. Il s'enfourne un autre morceau de viande dans la bouche, sa barbe tachée du rouge du sang de ses victimes. Le roi de Théris plisse ses yeux injectés de sang alors qu'il s'adresse à son subordonné le plus loyal. Il dit à Klein « Est-ce que c'est du gâchis pour un homme de son talent de rester un simple capitaine ?» laissant entendre qu'un titre de noblesse l'attend. Alors que le soleil se couche sur le royaume, le son des cloches du soir résonne dans les couloirs silencieux du château. Klein reste profondément agenouillé sur le tapis rouge, la tête baissée dans une déférence absolue envers son monarque. Un sourire glacial et prédateur s'étire sur le visage de Klein alors qu'il jure d'accomplir la volonté sombre et tordue du roi. La scène bascule sur un ciel clair et paisible, bien loin de l'atmosphère étouffante de la capitale. La voix d'un homme aboie des corrections, exigeant plus de force et une meilleure concentration pendant un entraînement. Dans une petite clairière près d'une cabane en rondin, un jeune ouin, connu alors sous le nom de Simon, galère à maintenir sa posture sous l'œil attentif de Rouget. Le garçon est clairement au bout du rouleau physiquement, cherchant son souffle tout en serrant une lourde épée d'entraînement en bois. Une jeune fille nommée Diana le regarde avec un mélange d'amusement et d'inquiétude, lui demandant d'un ton taquin s'il est déjà fatigué. Rouget, l'homme barbu au rire bienveillant, suggère de faire une petite pause pour récupérer avant de reprendre. Diana fait la moue, croisant les bras et insistant sur le fait qu'elle commençait tout juste à s'échauffer pour son tour. Le bruit de pas approchant sur le sol en terre battue détourne l'attention du groupe de leur entraînement. Rouget lève les yeux avec un grand sourire accueillant alors qu'il reconnaît les visiteurs arrivant dans la clairière. Deux hommes s'approchent. L'un fait un signe joyeux tandis que l'autre marche avec une démarche militaire raide et intimidante. Le visage de Ouin s'illumine brièvement d'une joie sincère alors qu'il lance un salut à l'homme appelé Redin. Cependant, son excitation s'évapore instantanément alors que son regard se pose sur la figure sévère et froide qui marche aux côtés de Redin. Son expression devient un masque de pure terreur lorsqu'il reconnaît l'arrivée de son père, Kleinès. Sans un mot de salutation, une épée en bois frappe l'épaule de Ouin avec une précision douloureuse et mécanique. La voix de Klein est dénuée de toute affection paternelle lorsqu'il donne un seul ordre sec. Encore. La cour d'entraînement est vite remplie du clac incessant du bois contre le bois alors que le soleil commence à se coucher. Depuis la sécurité de la maison, Rouget et Diana observent la session éreintante, leur visage marqué par une profonde inquiétude pour le jeune garçon. Chaque coup du père est calculé pour piquer, poussant son fils au bord de l'effondrement physique et mental. Ouin cherche son souffle, son petit corps tremblant d'épuisement, tandis que Klein le domine comme une ombre implacable. Le gosse halète, complètement vidé par l'entraînement. On peut voir la pure terreur dans ses yeux quand il lève la tête. Un mec massif le surplombe, balançant en gros au gamin qu'il est une déception à sa face. Il frappe. Un coup brutal qui envoie le gosse s'écraser dans un tas de bois. Le garçon frappe la terre, toussant et pleurant de douleur. Soudain, la lumière inonde la clairière sombre alors que quelqu'un d'autre arrive. Un homme attrape le gamin, Simon, et hurle sur l'agresseur pour être aussi cruel. Klein S ne sourcille même pas. Il dit juste que les enfants crèvent tout le temps sur les champs de bataille. Il balance à Rouget qu'il est devenu un mou avant de leur tourner le dos. Un gros plan révèle que ses yeux sont froids comme la pierre. Simon est laissé tremblant et sanglotant dans les bras de Rouget. Plus tard dans la soirée, un repas simple et chaud est posé sur la table. Rouget prend des nouvelles du garçon, et Simon répond d'une petite voix tremblante. Une petite fille nommée Diana s'en mêle la bouche pleine, promettant qu'elle tabassera ce mec pour lui la prochaine fois. Rouget essaie de dédramatiser, disant que son père ne le pensait pas, mais Simon souhaite juste être meilleur à l'épée. Rouget lui rappelle qu'il a d'autres talents dans lesquels il gère. Il demande si le garçon a un jour dit à son père qu'il pouvait utiliser la magie des esprits. Simon tripote juste sa chemise, trop mort de peur de son père pour lâcher un mot. Rouget propose de s'occuper de lui en parler à sa place. Il affiche un sourire confiant, sûr que la nouvelle va en fait faire plaisir à cet homme. Retour au présent, Ouin se réveille en sursaut de son cauchemar, les insultes de son père résonnant encore dans sa tête. Il roule à l'arrière d'une calèche au coucher du soleil, avec Elkan perché juste à côté de lui. L'oiseau le fixe, sentant que quelque chose cloche. Elkan décide de lâcher l'affaire pour l'instant. Ouin cligne enfin des yeux et revient à la réalité. Il s'excuse, avouant qu'un vieux souvenir vient de le frapper, et qu'il serait mort sans l'aide d'Elkan. Elkan lui dit de s'en remettre, râlant qu'il est sous cette forme d'oiseau uniquement parce que Ouin a foiré l'invocation. Ouin le regarde juste avec un léger sourire alors qu'il continue d'avancer. Soudain, le cheval de la calèche hennit et il s'arrête brusquement. Le cocher crie derrière qu'il y a eu un accident sur la route droit devant. Ouin lève les yeux, se demandant ce qui bloque. Il dit à Elkan qu'il va aller jeter un œil vite fait. Il s'avance vers une calèche de luxe qui est renversée sur le bas-côté. On dirait que le sol s'est juste dérobé sous la roue. Un chevalier s'excuse auprès d'un noble aux cheveux argentés appelé Lorasco, disant que les secours mettront du temps à arriver. Ouin s'approche d'eux, demandant s'ils vont bien et s'ils ont besoin d'un coup de main. Le chevalier sursaute et lui hurle de reculer,
mais Lord Asco lui dit de se calmer. Le noble sourit, réalisant que Oin est juste là pour les dépanner. Oin fixe le type, attendant une réponse. Lord Asco le remercie pour sa gentillesse et lui offre une bénédiction d'Ernia. Un petit esprit du vent commence à tourbillonner, rassemblant sa force. Il crée un coussin d'air sous pression, soulevant la calèche hors du bourbier avec une facilité déconcertante. Oin se tient en retrait et regarde le lourd véhicule se poser de nouveau sur le chemin de terre. Il vérifie le résultat, soulagé de voir que les roues sont toujours intactes. Le garde du prêtre est complètement scotché, se demandant comment un inconnu a réussi à remettre la calèche d'aplomb aussi facilement. Asco observe le jeune homme, sentant qu'il y a bien plus chez lui qu'un simple voyageur serviable. Le grand prêtre sort, posant une main sur son cœur avec une expression sereine. Il remercie l'étranger, reconnaissant qu'ils viennent de justesse d'éviter un désastre. Oin garde sa réponse courte et humble, agissant comme si c'était juste une coïncidence chanceuse. Asco n'y croit pas une seconde, insistant sur le fait que toute aide est quelque chose qu'il faut chérir. Le voyageur aux cheveux noirs étudie l'homme, son esprit préparant déjà son prochain coup. Il sent un truc louche dans l'aura du prêtre, même s'il garde son propre visage indéchiffrable. Une vision sombre flash dans son esprit. Une silhouette encapuchonnée se tenant au-dessus d'un groupe d'enfants terrorisés. Chassant ce souvenir, Oin demande au prêtre s'il peut le déranger avec une question. Il mentionne avoir vu les moines de l'ordre à Radville et demande s'il fréquente aussi ce coin. La mention du village fait vaciller le sourire d'Asco pendant une fraction de seconde. Il dit que l'église est partout, son ton devenant un peu plus lourd. Le prêtre fixe Oin droit dans les yeux, lui demandant s'il s'est passé quelque chose pour qu'il parle de ce village. Le voyageur joue tout de suite l'ignorance, niant qu'il y ait le moindre problème. Il passe à la flatterie, prétendant qu'il était juste impressionné par l'étendue de l'influence de l'Église. Il s'est dit de ne pas tirer de conclusions hâtives, empêchant la tension de déborder. Il s'incline poliment, s'excusant pour pouvoir reprendre sa route sans plus de retard. La calèche est prête à repartir, mais Asco n'a pas tout à fait terminé. Il commence à retourner à sa place, puis s'arrête avec une pensée soudaine. Il réalise qu'ils ont eu toute une conversation sans jamais s'être présentés. Après s'être présenté comme prêtre d'Ernia, Asco demande son nom à l'étranger. Oin regarde par-dessus son épaule, faisant gaffe à ne pas trop en dévoiler. Il utilise son alias, disant au grand prêtre qu'il s'appelle Ragnan. Un peu plus tard, Oin fait du stop sur le chariot d'un marchand alors qu'il approche des abords de la ville. Les chevaux soufflent dans l'air froid, leurs sabots lourds frappant la route en rythme. Ils arrivent à une bifurcation où le marchand s'arrête pour laisser descendre son passager. Le mec est abasourdi quand Oin lui file plusieurs pièces d'or pour ce court trajet. Tout en empochant l'or, il prévient Oin que rentré dans Gred, il ne sera pas de la tarte en ce moment. Elkan se perche sur l'épaule de son partenaire, ses yeux perçants scrutant l'horizon sombre. La ville de Gred, il se dresse au loin, ressemblant plus à une prison qu'à un sanctuaire. Oin entame la marche vers les portes, sa cape flottant dans la brise nocturne. Elkan recule soudainement, râlant à cause d'une puanteur écœurante qui plane sur toute la ville. Le mage réalise que l'oiseau ne rigole pas. Il s'est clairement passé quelque chose derrière ces murs. Il décide qu'il vaut mieux y aller seul d'abord pour éviter d'attirer l'attention inutilement. Des torchers vacillent le long des hauts murs de pierre, projetant de longues ombres sur l'entrée. D'énormes barricades en bois ont été installées, bloquant le chemin principal. À la porte, des gardes sévères se tiennent prêts avec des lances, empêchant quiconque de passer sans laisser passer. La nuit tombe sur Gred Hill, mais les murs de la ville sont loin d'être calmes. Les gardes patrouillent sur les remparts, lance en main, surveillant l'horizon sombre. Oin marche vers la porte principale, naviguant à travers des rangées de barricades en bois déchiqueté. L'atmosphère est lourde, et la présence de tant d'hommes armés est le signe clair qu'il y a un gros souci. Oin regarde les murs fortifiés, son expression s'assombrissant. Il sait qu'une sécurité aussi serrée signifie généralement que la ville cache un cauchemar. Le marchand se penche, glissant que les rumeurs disent que le dieu Ernia a imposé une épreuve aux habitants ici. Oin lui demande ce qu'il peut bien vouloir dire par là. Le marchand se gratte la tête, avouant qu'il n'a entendu que des bribes de l'histoire. Oin reste sceptique, ses yeux scrutant la porte. Alors que Oin arrive en tête de file, un garde s'avance et lui ordonne de s'arrêter là. Le type l'informe que personne n'entre dans Gred Hill sans un laissez-passer d'entrée spécifique délivré par l'église d'Ernia. Quand Oin demande ce qui arrive à ceux qui n'ont pas de passe, le garde secoue juste la tête. Il ne bouge pas de passe, pas d'entrée. Oin essaie de tirer des réponses, demandant si le garde peut au moins expliquer ce qui se passe vraiment à l'intérieur de la ville. Sa question est coupée court par un hurlement désespéré appelant à l'aide derrière la porte. Quelqu'un fonce vers l'entrée dans une panique aveugle. Un jeune homme déboule de la ville, trébuchant sur les pavés inégaux alors que les gardes le talonnent de près. Il crie après sa mère, la voix brisée par la terreur. Des cristaux bleus irréguliers commencent déjà à déchirer la peau de son cou. Le chef des gardes hurle à la foule de reculer, déclarant que l'homme a atteint le stade final de l'épreuve. Il avertit tout le monde de ne pas le toucher. Oin observe cette scène d'horreur, ses yeux fixés sur la transformation du gars. Les cristaux déchiquetés brillent à la lumière des torchers,
ressemblant plus à une malédiction qu'à une épreuve divine. Oin se demande si c'est ça qu'ils appellent la pétrification. L'homme s'effondre près des barricades, son corps convulsant alors que d'autres éclats de cristal jaillissent de son dos. Il lâche un gémissement guttural, s'agrippant au sol alors que la mutation s'accélère. Les gardes regardent avec un mélange de peur et de sombre résignation. Les badauds sont horrifiés, comprenant qu'ils ne peuvent rien faire. Les gardes se mettent à crier pour que tout le monde se mette à l'abri. Un garde beugle sur Oin de bouger, mais le voyageur demande s'ils ne vont même pas essayer d'aider le gars qui est en train de crever. La main de l'homme tremble alors que les cristaux consument ses doigts, se propageant comme une violente infection bleue. Il lève les yeux une dernière fois, chuchotant toutes les choses qu'il voulait encore faire dans sa vie. Une seule larme coule alors qu'il appelle sa mère avant que la lumière ne quitte ses yeux. Des éclats de cristal bleu commencent à pousser directement de son globe oculaire, une vision purement cauchemardesque. Soudain, le corps de l'homme explose de l'intérieur alors que d'immenses piliers de cristal percent sa poitrine dans une gerbe de sang. Oin se prend des éclaboussures, le sang maculant son visage alors qu'il fixe en état de choc cette fin ultra-violente. Un pilier massif et irrégulier d'énergie bleue et de pierre déchire l'air. En quelques secondes, il ne reste du mec qu'une statue déchiquetée et cristalline dressée au milieu d'une mare de sang. La foule est tétanisée. Une femme tombe à genoux, pleurant que ça doit être une punition divine dernière elle-même. La main cristalline de la statue s'étire vers le haut, figée dans une ultime supplication silencieuse vers la pleine lune. La lune flotte haut dans le ciel nocturne et froid, inconsciente de l'horreur qui se déroule aux portes de la ville. La victime n'est plus rien d'autre qu'un magnifique et terrifiant monument de verre bleu et de mort. Oin essuie le sang de sa joue, son regard rivé sur ses restes contre nature. Il réalise que la croissance n'a pas du tout commencé sur la peau. Elle s'est frayée un chemin depuis les profondeurs des organes internes du mec. Oin regarde la statue avec un mélange de pitié et de suspicion. Il reconnaît une peste quand il en voit une, et ça, ce n'est pas une épreuve. Une vieille femme à côté hurle que la rage d'Hernia les a enfin frappés. Sa terreur est contagieuse, envoyant la foule dans une spirale de chagrin. Elle en appelle à la grande Hernia, implorant son pardon devant la statue effroyable. Elle s'est cognée la tête contre le sol de pierre, tandis que d'autres se sont joints à la prière, leur visage déformé par une peur hystérique et désespérée. La foule implore la pitié, demandant à leur Dieu d'accepter le pécheur dans son étreinte alors qu'il pleure l'homme tombé. Soudain, une pointe de lance est thrustée dans le champ de vision de Oin, le prenant au dépourvu. Deux gardes l'encerclent, leur lance braquée sur son torse. Oin se fige, confus par cette agression soudaine. Il demande pourquoi il se comporte d'un coup comme ça, mais les gardes n'ont pas l'air d'humeur à tailler le bout de gras. Le chef des gardes pointe du doigt le sang sur le visage de Oin, les yeux écarquillés de terreur. Il dit au voyageur qu'il va devoir les suivre immédiatement. Oin reste silencieux, le sang de la victime encore frais sur sa joue alors qu'il fixe les gardes qui l'ont coincé. Les gardes ne baissent pas leurs armes. L'un d'eux déclare que Oin est maintenant officiellement touché par la même épreuve qui vient de buter le mec. Au cœur de la ville, une statue de pierre de la déesse Hernia se dresse majestueusement, les yeux bandés et un cœur géométrique complexe sur la poitrine. Une prière grave résonne dans les couloirs de la cathédrale, louant Hernia pour avoir établi l'ordre des cieux et de la terre. Des moines en robe sombre s'agenouillent dans l'ombre, la tête baissée. Ils prient pour que ceux qui subissent l'épreuve la surmontent et renaissent. L'assemblée reste immobile, une mer de capuches dans la salle faiblement éclairée, tous concentrés sur le maintien de l'ordre divin d'Hernia. Les lèvres d'un jeune moine bougent dans un chant silencieux et rythmé alors qu'il serre les mains avec une dévotion fervente. Tout en haut, sur un balcon de pierre, une figure encapuchonnée solitaire observe les toits de Greydhill. Un seul œil brille sous l'ombre de la capuche, scrutant la ville avec une intensité froide et analytique. La silhouette observe les rangées de moines en prière à travers les immenses vitraux de la cathédrale. L'observateur silencieux ne dit rien, le visage caché dans l'obscurité alors que les chants en bas continuent de bourdonner. Une cape sombre flotte dans le vent nocturne alors que la silhouette se prépare à bouger, se fondant dans la pénombre de l'ancienne cité. De retour à la porte principale, les pointes d'acier des lances des gardes brillent dangereusement à la lumière des torchers, pointés droit sur Oin. Derrière eux, la statue de cristal bleu déchiquetée de l'ancienne victime sert de rappel macabre des raisons pour lesquelles les soldats sont si terrifiés. Le garde hurle que Oin participe officiellement à l'épreuve maintenant. Oin se demande si c'est vraiment l'éclaboussure de sang qui transmet l'infection. Il baisse les yeux sur ses mains, se demandant si cette étrange mort cristalline est vraiment contagieuse ou si c'est un truc bien plus sinistre. L'œil bleu de Oin se plisse, son cerveau tournant à plein régime pour trouver un moyen de sortir de cette impasse sans avoir à dégainer sa propre lame. Il se prépare à puiser dans sa magie du vent, sa main se crispant alors qu'il décide que si les choses s'enveniment, il ne tombera pas sans se battre. La foule de badauds lâche un hoquet, sentant l'escalade soudaine de la tension entre le voyageur et les soldats. Une voix autoritaire résonne derrière la porte, hurlant « Halte !» et faisant hésiter les gardes. Une femme âgée, le visage marqué par le chagrin et le sang, lève les yeux en état de choc vers le nouveau venu qui s'approche. Le murmure se propage dans la foule comme une traînée de poudre,
le grand prêtre est là. Ouin regarde par-dessus son épaule, les yeux écarquillés. Ouin se tourne vers la porte alors qu'une grande et digne silhouette vêtue de robe fluide blanche et bleue s'avance dans son champ de vision. Le nouveau venu marche avec une aura d'autorité absolue, la lourde herse de fer de Gred, il se dressant derrière lui. Le mec, c'est Asko, le grand prêtre. Il observe la scène avec une expression calme et posée, ses longs cheveux blancs argentés accrochant la lumière. Les habitants l'acclament, leur peur momentanément remplacée par l'espoir que leur chef religieux est arrivé pour les sauver. Asko lève une main et dit aux gardes que Ouin va bien. Il ordonne aux soldats tendus de baisser leurs armes et de prendre une minute pour souffler. Il offre un petit sourire rassurant à la foule, leur disant que leur Dieu est déjà parfaitement conscient de leur loyauté et de leur foi. Asko s'approche direct de Ouin, faisant remarquer que leur rencontre sur la route tout à l'heure ne devait pas être une simple coïncidence. Ouin est scotché. Il ne s'attendait franchement pas à recroiser Asko d'aussitôt, encore moins au beau milieu de ce merdier. Une main s'est agrippée à la robe du prêtre. Les longues robes de prêtre ornées d'Asko frôlent le sol alors qu'il passe devant la femme en pleurs agenouillée. D'autres moines dans des robes similaires se dépêchent de suivre leur chef, leur présence ajoutant un air solennel à la porte ensanglantée. La vieille femme pointe un doigt tremblant et plein de sang vers la statue bleue déchiquetée, suppliant le grand prêtre de juger le pécheur qui a raté l'épreuve. Asko lève les yeux vers la main de cristal tendue de la victime, le visage indéchiffrable alors qu'il étudie la mutation. Il s'adresse à la femme en l'appelant « sœur », lui expliquant calmement que l'épreuve du mec n'est en réalité pas encore terminée. Avec un sourire étrange et serein, Asko lui dit que ce n'est que lorsque, ce jour, arrivera que la véritable épreuve de l'homme commencera enfin. Asko se tourne ensuite vers Ouin, suggérant de se rendre dans un endroit plus privé pour continuer leur conversation. Ouin observe attentivement le grand prêtre, sentant qu'il y a bien plus chez cet homme que le chef religieux bienveillant qu'il se donne l'air d'être. Asko sourit chaleureusement, disant qu'il espère que Ouin lui donnera une chance de rembourser la dette qu'il estime avoir envers lui après leur petit bout de chemin ensemble. Alors qu'il s'éloigne, la foule continue de murmurer, leurs prières se mêlant au bruit de la nuit. La silhouette massive et sombre de la cathédrale d'Ernia se dresse sur la ville sous la lumière pâle de la pleine lune. Asko demande à Ouin ce qui l'amène à Gred Hill. Ouin suit Asko à travers les immenses portes en bois de la cathédrale. Quand on l'interroge sur son but à Gred Hill, Ouin répond simplement qu'il cherche quelqu'un. Asko sourit chaleureusement, disant à Ouin de lui faire signe s'il y a quoi que ce soit qu'il puisse faire pour l'aider dans ses recherches. Alors qu'il marche dans les couloirs calmes et hauts de plafond, Ouin regarde autour de lui les pierres complexes et les ombres qui s'étirent sur le sol. Asko le conduit vers un coin plus confortable, faisant remarquer que bien que ce soit un endroit modeste, il devrait partager une tasse de thé un instant. Ouin remercie le grand prêtre pour son hospitalité alors qu'il s'installe dans leur fauteuil. Asko verse une théière fumante dans une tasse en porcelaine, le liquide ambré et riche tourbillonnant en remplissant le bol. Ils sont assis face à face dans une pièce baignée par la douce lumière des vitraux de la cathédrale. Asko s'excuse pour l'accueil impoli que Ouin a reçu aux portes de la ville. Ouin regarde Asko dans les yeux et l'interroge sur le phénomène des corps qui cristallise dont il a été témoin. Il se demande à voix haute si c'est une sorte de peste, une maladie nouvelle et flippante qu'il n'a jamais vue auparavant. Asko repose sa tasse, son expression devenant sérieuse alors qu'il se prépare à répondre aux doutes de Ouin. Il dit que puisque Ouin a vu la situation de ses propres yeux, il est tout à fait normal qu'il lui explique ce qui se passe vraiment. Ouin écoute attentivement, ses yeux bleus profonds fixés sur le grand prêtre alors qu'il attend la vérité. Asko pose son thé avec un petit cliquetis et regarde Ouin dans les yeux. « Ce n'est pas une peste », déclare-t-il fermement. L'image des victimes terrifiées qui se cristallise flash dans l'esprit de Ouin alors qu'Asko explique que c'est un malentendu né de la peur que même lui n'a pas réussi à dissiper. Ouin fixe son propre reflet dans le thé, demandant pourquoi ils ont barricadé la ville si ce n'est pas une maladie contagieuse. Il fait remarquer que d'après ce qui s'est passé à la porte, le confinement semble être une décision de l'ordre religieux, pas du gouvernement civil de la ville. Asko explique que les habitants de Gred, ils sont dans un état de fragilité, facilement ébranlés par la moindre perturbation. Il prévient qu'un seul visage inconnu pourrait suffire à déclencher une émeute dans la ville en panique. Asko regarde son invité, l'appelant Rania, et admet que l'ordre lui-même cherche encore une réponse. Un faible sourire complice joue sur les lèvres d'Asko alors qu'il parle du mystère persistant auquel ils font face. Il évoque un endroit au sein de l'ordre appelé le « centre de purification », spécialement prévu pour ceux qui subissent actuellement l'épreuve. Asko a l'air serein lorsqu'il décrit comment les gens supportent cette épreuve à travers des prières constantes et désespérées. Il ajoute qu'il offre aussi ses propres prières pour eux chaque jour, convaincu que la déesse Ernia finira par leur apporter la réponse dont ils ont besoin. Plus tard dans la nuit, Ouin marche seul dans les rues pavées de Gred Hill, le clair de lune projetant de longues ombres entre les maisons à colombage. Asko prétend que les habitants supportent cette soi-disant épreuve par des prières désespérées. On voit les restes déchiquetés de quelqu'un qui n'a pas survécu. Il sourit, affirmant que leur dieu, Ernia, finira par donner la réponse. Ouin n'avale pas ses salades de sainteté. Il n'arrête pas de repenser à cette effroyable épreuve qu'il a vue à la porte. Radville,
la branche de Greydale, et maintenant ces cristaux. Tout ça commence à sembler beaucoup trop lié pour être une coïncidence. Soudain, un éternuement par-dessus son épaule manque de le faire sursauter de sa peau. Il est surpris de voir Elkan déjà de retour. L'oiseau fait juste comme s'il avait été là depuis le début. Oin se demande si les esprits peuvent seulement éternuer, mais Elkan avoue qu'il a juste fait ça pour attirer l'attention parce qu'il se sentait ignoré. Mais la récréation est finie. L'oiseau veut savoir quel est leur prochain mouvement. En levant les yeux vers la cathédrale, Oin décide qu'il va devoir traîner dans cette ville un petit moment. Il est persuadé qu'Asco cache quelque chose, mais affronter tout l'ordre d'Ernia de front n'est pas une option. Il doit trouver un autre moyen d'entrer, mais une silhouette sombre se rapproche déjà depuis les ombres. Avant même qu'il ne puisse réagir, quelqu'un est déjà sur lui. Une main gantée se plaque sur sa bouche, coupant net toute chance de crier. Il se débat contre la prise ferme pendant qu'Elkan s'envole pour éviter la bousculade. L'agresseur le maintient solidement, pensant avoir attrapé un voyageur sans défense. Oin déclenche un claquement de vent, une explosion localisée de pression atmosphérique pour repousser le mec en arrière. Mais avant que Oin n'ait pu manifester sa magie, cette main usée arrêta tout. Puis, il balança Oin directement contre le mur. Oin halta de douleur, choqué que l'inconnu soit non seulement rapide, mais qu'il possède une force aussi monstrueuse. Les yeux de Oin s'écarquillèrent de choc alors qu'un éclat de rire tapageur résonnait dans l'ombre. Le mec s'avance, souriant comme un détraqué. Il mentionne qu'il connaît un gars qui utilise exactement la même magie du vent. Apparemment, ça veut dire qu'il sait exactement comment la contrer. Il toise Oin de haut en bas, remarquant qu'il ressemble atrocement à une mauviette qu'il connaissait. Oin reconnaît le visage et lâche un long soupir fatigué. Il connaît ce type. L'homme regarde de plus près, ses yeux se plissant alors qu'il recolle les morceaux. Il braille le nom Ragnan, complètement choqué de retrouver son ancien camarade dans un endroit pareil. Édouard est tout sourire maintenant, saluant même le perroquet sur l'épaule de Oin. Elkan fulmine de se faire traiter de perroquet, pendant que Oin se demande pourquoi il n'a pas eu d'excuse pour l'embuscade. Édouard s'en marre, qualifiant l'attaque surprise de façon toute particulière de dire bonjour. Il se pose contre le mur, et Oin demande ce qui a bien pu amener un mercenaire comme lui jusqu'à Greydale. C'est Édouard Beaucaire, une fripouille notoire du corps des mercenaires de gros mains. Il fait simple, c'est un mercenaire, et ils vont là où l'argent coule à flot. Oin l'a rencontré pour la première fois il y a 1 an, quand il a infiltré les mercenaires pour traquer Klein. À l'époque, Édouard n'avait aucun respect pour lui, le traitant de gosse de riche fragile qui n'avait jamais fait un vrai jour de boulot de sa vie. Il avait pris sur lui de former le petit nouveau, en commençant par l'attraper par le col et promettre d'en faire un vrai mercenaire. Cette formation se résumait surtout à toutes les corvées de merde, comme cueillir des fleurs magiques à la main pour que la magie ne ruine pas les pétales. Quand ils ont anéanti des bandits, Ragnan était celui qui se coltinait les lourds sacs de butin jusqu'au camp. Et pendant les escortes de nobles, Édouard passait plus de temps à chercher la merde avec les clients qu'à les protéger réellement. Après avoir bossé sur quelques contrats ensemble, Oin en est arrivé à une conclusion très ferme et définitive. Édouard était exactement le genre de mec avec qui il ne devrait absolument plus jamais se mouiller. Retour au présent, Édouard est curieux de savoir comment une mauviette, comme lui a fini par être l'invité du grand prêtre. Pendant qu'ils discutent, Elkan repère un petit truc sombre qui se tortille sur le sol. Oin demande à Édouard s'il connaît un type nommé Asco. Édouard répond que tout le monde le connaît, même si le grand prêtre n'a probablement aucune idée de qui il est. Il explique qu'il n'est pas un fanatique. Il a juste donné un coup de main après que la calèche d'Asco s'est embourbée une fois. Oin lui montre un dessin de Klein S et lui demande s'il a déjà vu cet homme. Édouard regarde attentivement le croquis. Il fixe le papier, essayant de se souvenir de ce visage. Il affirme ne l'avoir jamais vu et devine que Oin est sur sa propre chasse à l'homme. En se rasseyant, Édouard dit que c'est un putain de coup de bol d'être tombé sur Oin aujourd'hui. Il glisse qu'il est sur le marché pour trouver un partenaire comme Ragnan afin de lui couvrir les arrières sur un contrat. Plus précisément, il dit qu'il espérait quelqu'un avec des compétences magiques pour surveiller ses arrières. Il s'avère que son contrat actuel a un lien avec l'ordre. Il souligne que l'Église, c'est le pouvoir en place ici, donc il ne peut pas exactement débarquer en jouant des points sans un peu de soutien. Il offre à Oin une opportunité spéciale, de faire équipe et de l'aider à boucler la mission. Oin se contente de partir, laissant Édouard en plan sans dire un seul mot. Édouard reste là avec la main tendue, l'air complètement paumé alors que son partenaire potentiel disparaît. Il se gratte la tête, se sentant un peu froissé par ce râteau soudain. La nuit tombe sur Greydale, les bâtiments irréguliers projetant de longues ombres au clair de lune. Alors que Oin marche, les locaux serrent leurs gosses contre eux et chuchotent, terrorisés à l'idée qu'ils puissent être porteurs de la peste. Il se demande s'il reste ne serait-ce qu'un seul endroit dans cette ville qui lui filera un lit. Il frappe à une porte, mais le proprio hurle qu'il ne vende rien. À l'intérieur, un mec chauve est affalé sur le comptoir, profondément endormi. Oin demande s'il y a une chambre de libre, mais le son de sa voix fait sursauter le mec. Le type se réveille en sueur froide, reconnaissant Oin de la scène sur la place tout à l'heure. Il chope direct un manche à balai et se prépare à le dégager. Il hurle à Oin de foutre le camp tout de suite,
refusant d'héberger quelqu'un dont la ville a une peur bleue. Le soleil se couche, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose derrière les flèches de l'église. Elkan se plaint que l'immonde puanteur magique dans l'air commence à lui filer un mal de crâne. L'oiseau pensa à trouver un coin pour se poser un instant, puis disparut dans une rafale de vent, laissant Ouin se démerder pour trouver une chambre. Ouin balaya la ville du regard, il ne pensait pas que les habitants auraient si peur. On dirait bien qu'il va passer la nuit dans la rue. Soudain, quelqu'un l'appelle depuis les ombres. Une fille nommée Enoch accourt, devinant avec justesse qu'il galère à trouver une chambre. Ouin hésite, lui faisant remarquer que tout le monde fait des détours pour l'éviter. Enoch n'en a rien à foutre de tout ça. Elle sourit juste et lui attrape les mains. Elle lui dit que les autres sont juste des ignorants et que rien n'a été prouvé de toute façon. Elle le guide à travers la ville pendant qu'il se présente sous son faux nom, Ragnan. Il s'arrête devant un bâtiment avec une vieille enseigne en bois pendue à l'entrée. Enoch pousse la porte et lui fait signe d'entrer. Elle hurle avec excitation après sa mère, annonçant qu'ils ont enfin un client. Une femme nommée Iris s'avance et l'accueille avec un sourire chaleureux et réconfortant. Elle avoue que l'auberge est un peu vieille, mais elle promet que c'est propre et calme. Ouin repense aux tarifs habituels. Une piole comme ça dans une grande ville coûte généralement 5 pièces d'or. Il réalise que ce sont les seules personnes à l'avoir traité comme un être humain aujourd'hui, malgré l'état de la ville. Il décide de les payer un peu plus pour les remercier de l'avoir accueilli. Enoch prend sa meilleure tête de marchande et lui sort un prix exorbitant de 100 pièces d'or pour une seule nuit. Ouin est complètement scotché par le prix, se demandant si la gamine est vraiment sérieuse. Sa mère, Iris, coupe direct court à l'arnaque, exigeant de savoir quelle connerie elle est en train de raconter au client. Iris s'excuse pour l'avidité de sa fille et précise que le vrai tarif n'est que de 5 pièces d'or. Enoch râle qu'elle l'avait presque eu, tandis que Ouin trouve toute la situation assez marrante. Il lâche quand même 10 pièces d'or, disant à Iris que c'est un petit prix à payer pour ne pas avoir à pioncer dans la rue. Iris est choquée par cette générosité, mais Enoch a déjà chouré les clés pour se mettre au boulot. Elle fait un sourire effronté et dit à sa mère d'aller à l'intérieur se reposer. Juste au moment où les choses se calmaient, un mercenaire baraqué descendit les escaliers. Ce n'était nul autre qu'Edward Bowker. Il est surpris de voir un client, blaguant qu'il pensait que l'auberge allait enfin faire faillite. La petite fille regarda l'homme s'étirer et lui demanda s'il s'était bien installé jusque-là. Il lâche un bâillement monumental, se plaignant que les lits pas chers l'ont laissé avec des courbatures partout. Il s'arrête net quand il voit mieux qui se tient exactement dans le hall. Il pointe un doigt, sied de voir que Ragnan a vraiment débarqué ici. Ouin lui jette juste un regard fatigué, clairement pas d'humeur à supporter l'énergie débordante du type. Dans la cheminée, une marmite de ragoût commence à bouillonner et à fumer. Bientôt, un bol de soupe bien chaud est servi aux voyageurs crevés. Edward se marre et fait des blagues à table pendant qu'Enoch finit d'apporter la bouffe. Elle sert du pain de maïs et de la soupe à l'oignon avec un grand sourire fier et heureux. Edward grogne devant le repas. Apparemment, ça fait 2 semaines de suite qu'il mange exactement la même chose. Iris crie sur Enoch depuis l'arrière-salle pour qu'elle aille enfin se reposer, mais la gamine n'écoute pas. Edward plaisante en disant que la gamine a probablement juste peur qu'il essaie de se barrer sans payer la note. Elkan se réveille enfin et les rejoint, recevant un salut amical du mercenaire. Edward demande à Ouin si la gamine a essayé de l'arnaquer sur le prix de la chambre tout à l'heure. Il regarde Enoch faire le ménage, notant qu'elle se donne à fond pour gagner de quoi payer ses services. Il explique qu'il est là pour une requête spécifique que Ouin n'a probablement pas calculée avant. Il la regarde bosser en silence un instant, le poids de la situation clair dans ses yeux. Il s'avère que son père a disparu, et qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour le ramener à la maison. Il fait remarquer qu'elle joue les filles joyeuses uniquement pour empêcher sa mère de sombrer. Sa voix baisse d'un ton alors qu'il révèle que sa recherche du gars l'a mené droit à l'église. L'expression de Ouin devient tranchante, se demandant si tout ça a un rapport avec le grand prêtre Asco. Edward n'est pas encore sur des détails, mais il sait que l'ordre cache définitivement quelque chose. Il prit une longue gorgée de sa soupe, réfléchissant au fait que les institutions saintes ont généralement le plus de cadavres dans le placard. Très haut au-dessus de la ville, la cathédrale s'élève comme un observateur sombre et silencieux au-dessus des rues terrifiées. À l'intérieur, l'atmosphère est lourde de dévotion fanatique alors que les gens prient devant une immense statue aux yeux bandés. La foule s'agenouille à l'unisson, scandant pour qu'Ernia les guide vers la lumière. Le grand prêtre Asco se tient devant eux avec un sourire serein, presque prédateur. Beaucoup de fidèles montrent déjà des signes de la peste des cristaux bleus, leur peau se tordant de douleur. Asco marche parmi ceux qui souffrent, sa voix calme alors qu'il leur assure qu'Ernia connaît leur épreuve. Il prêche que leur douleur n'est qu'une phase passagère sur la route vers un appel supérieur. Il pose une main sur la tête d'une femme, la regardant pleurer alors que des cristaux poussent sur sa joue. Il promet qu'une fois qu'ils auront vaincu leur peur, la douleur cessera et ils seront enfin complets. Asco baisse les yeux avec un sourire paisible et complice alors que son sermon touche à sa fin. Il arpente l'allée, l'air même de la cathédrale semblant vibrer de la dévotion de la foule agenouillée. De retour à l'auberge, le repas est enfin terminé, ne laissant que des bols vides sur la table. Edward se frotte le ventre de satisfaction, bien que Ouin lui rappelle qu'il a passé tout son temps à se plaindre du menu. Il a balayé ça en riant,
disant à son vieux camarade qu'un mercenaire a besoin de beaucoup de carburant pour survivre à sa journée de boulot. Iris essaie de pousser Enoch à monter pour se reposer, mais la gamine insiste sur le fait que c'est sa mère qui a l'air épuisée. Soudain, les yeux d'Iris s'écarquillent alors qu'une douleur aiguë et foudroyante traverse tout son corps. Elle perd l'équilibre et s'agrippe au comptoir, un hoquet de douleur s'échappant de ses lèvres alors que ses forces l'abandonnent. Edward est encore en train de parler d'un contrat potentiel à Owen quand l'ambiance dans la pièce change brusquement. Le visage d'Enoch blanchit alors qu'elle hurle pour sa mère, la regardant s'effondrer sous ses yeux. Edward passe instantanément à l'action, hurlant à Lannian d'utiliser n'importe quelle magie pour l'aider. Iris gît sur le sol à l'agonie, se tenant la jambe là où des cristaux bleus bioluminescents commencent à pousser. L'infection est agressive, les pierres dentelées transperçant sa peau à une vitesse terrifiante. Le bruit des cristaux qui poussent ressemble à du verre brisé, remplissant l'auberge silencieuse d'un sentiment de mort imminente. Pendant ce temps, dans les profondeurs ténébreuses de la cathédrale, Asko descend un escalier de pierre glaciale. Ses pas résonnent dans le couloir vide, régulier et délibéré, alors qu'il s'enfonce dans les niveaux inférieurs. Il pénètre dans une chambre isolée, faiblement éclairée, où un mystérieux informateur l'attend. Asko s'approche du centre de la pièce, ses longues robes traînant derrière lui comme un fantôme. Un homme encapuchonné émerge de l'obscurité et s'incline, s'adressant au grand prêtre avec un profond respect. Il rapporte que le voyageur connu sous le nom de Lannian est, sans l'ombre d'un doute, le légendaire mage du vent. La nouvelle frappe Asko comme un choc physique, et il se couvre les yeux en se mettant à trembler. Il reste silencieux un long moment, le poids de cette révélation s'imprimant dans son esprit. Il murmure une prière à Hernia, la voix remplie d'un mélange de fascination et de désespoir fanatique. Soudain, il éclate de rire et lève les bras au ciel, remerciant sa divinité de lui avoir envoyé une nouvelle lumière pour le guider. Il se tient baigné d'une lueur dorée, convaincu que l'arrivée du mage du vent est un signe divin. Avec un regard fou dans les yeux, il réalise qu'avoir Owen à ses côtés permettra à son grand plan d'aboutir encore plus vite. Il fixe les énormes amas de cristaux bleus autour de lui, les voyant comme les outils d'une puissance supérieure. Il rêve d'un nouveau monde bâti sur la Légion de Dieu, un endroit où seuls ceux dotés de magie ont le droit d'exister. De retour dans la chambre d'amis de l'auberge, Iris se repose enfin dans son lit, entourée de ceux qui essaient de la sauver. Enoch reste tout près d'elle, les yeux remplis de larmes alors qu'Elkan observe depuis la tête de lit. Owen tend la main et fait appel au vent, lançant un sort de soin léger pour essayer d'apaiser l'infection. Ses sourcils se froncent de frustration alors qu'il réalise que la magie classique n'a aucun effet sur les cristaux. En se concentrant, il ressent une sensation étrange. Les cristaux repoussent activement son mana loin de la blessure. Iris ouvre les yeux et tend faiblement la main, disant à Owen et Edward qu'elle a une immense faveur à leur demander. Elle les supplie de garder son état secret, terrifiée par ce qui arrivera si l'Église l'apprend. Elle explique que quiconque présente les signes de l'épreuve est emmenée de force au centre de purification de l'ordre. Sa voix tremble alors qu'elle regarde sa fille, craignant qu'Enoch ne se retrouve complètement seul si elle est emmenée. Owen est perdu, notant que le centre de purification est censé être un lieu de guérison pour les malades. Une image sombre et oppressante de la cathédrale plane dans leurs esprits alors qu'Iris révèle la vérité. Elle murmure qu'une fois qu'on franchit ses portes, on n'est plus jamais revu ni entendu. Owen lui dit d'arrêter de parler et de se concentrer sur son repos, ému par la force dont elle fait preuve malgré la douleur. Iris lui offre un faible sourire de gratitude et se présente enfin, le remerciant pour sa gentillesse. Elkan flotte à côté de Owen, ses plumes bioluminescentes projetant une douce lueur bleue alors qu'il brise le silence. Le roi des esprits fixe la femme sur le lit, notant qu'il y a quelque chose de fondamentalement bizarre dans son état. Les yeux de Owen s'écarquillent de réalisation quand Elkan explique qu'une aura des esprits de lumière est la raison pour laquelle sa magie de vent n'a pas pris. Il regarde la jambe d'Iris, où les cristaux ont pris une couleur jaune vibrante, pulsant d'un mana étranger qui a complètement envahi son corps. Owen se recule, le cerveau en ébullition, demandant à Elkan si cette épreuve pourrait être une arme fabriquée plutôt qu'une peste naturelle. Elkan avoue qu'il n'en sait rien avec certitude, mais il est catégorique sur le fait que l'aura d'un esprit ne peut pas habiter naturellement un corps dépourvu de flux de mana. L'esprit Avier pose son regard sur le protagoniste, son expression grave alors qu'il découvre la nature sinistre de l'infection. Owen regarde par la fenêtre, hanté par l'idée du genre de monstre capable de créer une telle épreuve, cauchemardesque pour des innocents. La lourde porte en bois de la chambre s'ouvre soudainement dans un grincement, tirant le duo de ses sombres pensées. Enoch se tient sur le pas de la porte, le visage pâle de terreur, disant à Owen que des moines de l'ordre sont arrivés pour le trouver. En bas, Edward surplombe l'entrée, exigeant que cette casse-couille en robe dégage de l'auberge sur le champ. Il menace de leur péter les bras s'ils n'enlèvent pas leur masque, mais les moines restent étrangement impassibles face à son agressivité. Le moine de tête, les yeux dissimulés derrière un masque aux doigts d'or, demande calmement à voir Maître Ragnan, affirmant que le grand prêtre désire une audience. Owen descend les escaliers, sa cape sombre tourbillonnant alors que le moine explique qu'Asko a quelque chose à lui dire en personne. Edward tourne la tête,
pressant Wang de remonter et de lui laisser gérer ces fanatiques qui s'incrustent. Ignorant l'avertissement, Wang dit au moine de montrer le chemin, laissant un Édouard choqué debout seul en bas des marches. Édouard observe dans un silence incrédule Wang sortir calmement dans la lueur du soir, suivant les silhouettes dans la rue. Encerclé par les cultistes encapuchonnés, le protagoniste marche le cœur lourd, sachant pertinemment qu'il se jette droit dans la gueule du loup. Wang demande par télépathie à Elkan de faire des repérages dans la forteresse de l'ordre, remarquant qu'une force étrange bloque sa propre magie d'exploration. Alors que les flèches de la cathédrale se dressent au-dessus d'eux, Wang réalise qu'il doit être prêt pour n'importe quelle entourloupe qui pourrait l'attendre à l'intérieur. Elkan s'envole dans les airs, grognant sur le fait qu'un roi des esprits soit forcé d'exécuter les basses besognes d'un vulgaire éclaireur. Les lourdes portes bardées de fer du quartier général de l'ordre s'ouvrent dans un gémissement, engloutissant Wang dans les ombres des couloirs de pierre. Il traverse les couloirs silencieux et oppressants, réfléchissant au fait que chaque tragédie qu'il croise ramène à la doctrine d'Ernia. L'air devient dense et lourd, étouffant même la puissante aura d'Elkan, et Wang se blinde pour découvrir enfin les secrets de l'ordre. Asko se tient devant une statue colossale dans la cathédrale. Il attendait son invité, mais il ne l'appelle pas Ragnan cette fois. Il s'adresse à lui en tant que mage du vent. Il commence son prêche sur la magie, notant que les pouvoirs élémentaires exigent un contrat avec un esprit. Selon lui, les rois des esprits sont difficiles, ne forgeant jamais de lien qu'avec un seul mage à la fois. Il se retourne avec un sourire suffisant, affirmant que c'est un honneur absolu de rencontrer enfin en personne quelqu'un avec la réputation de Wang. Wang ne mord pas à l'hameçon. Il fait juste remarquer que pour un prêtre, Asko a l'air d'en savoir un rayon sur le fonctionnement interne des mages. Mais il n'est pas venu là pour taper la discute. Il a accepté l'invitation parce qu'il a une question très précise pour le grand patron. Wang commence à avancer vers lui, le bruit de ses bottes résonnant dans le hall massif et vide. Il va droit au but, demandant si l'épreuve, qui fait actuellement pourrir la ville de Gred, il est l'œuvre d'Asko lui-même. Asko ne tressaille même pas. Il garde juste cet air calme et méritant des baffes sur le visage. Il dit à Wang qu'il y a quelque chose qu'il devrait savoir d'abord. Il n'est pas juste un grand prêtre de la doctrine d'Ernia, il est lui-même un mage. Et tout comme Wang, il a conclu son propre contrat, plus précisément avec un esprit de lumière. Wang le dévisage, assimilant le fait que le mec responsable de ce bordel utilise le pouvoir même qu'il prétend vénérer. Asko se met à faire les 100 pas, mentionnant comment Wang a passé toute sa vie à se battre pour les gens ordinaires. Mais il lui demande si Wang s'est déjà arrêté pour réfléchir à la réalité de leur situation, ne serait-ce qu'une fois. Il se demande à voix haute pourquoi les mages sont si peu nombreux par rapport au reste du monde. Il explique que pendant longtemps, les humains ont craint et rejeté tout ce qu'ils ne pouvaient pas piger. À cause de cette peur, les mages ont été persécutés et forcés de disparaître pendant des générations. Pour Asko, l'ordre actuel du monde marche complètement sur la tête. Un endroit où les inférieurs dominent ceux qui sont supérieurs. Wang coupe court au monologue, demandant si c'est cette logique tordue qui l'a poussé à laisser tant de personnes innocentes se changer en pierre et crever. Asko balaie ça d'un rire, prétendant que ses victimes ne sont pas mortes. Elles ont été élues pour un but noble, même si elles ne sont pas des mages. Il se serre la poitrine, croyant dur comme fer à son propre délire de réparer cet ordre inversé. Il est convaincu que c'est une vocation divine qui lui a été confiée par Ernia elle-même. Dans sa vision d'un monde parfait, il n'y a tout simplement pas de place pour quiconque n'est pas un mage. Wang arrive à peine à croire ce qu'il entend. Il exige de savoir si ce plan de grand malade est la volonté officielle de tout l'ordre d'Ernia. Ascot Surit. Pas encore, dit-il. Il pense être le seul à avoir la vision nécessaire pour exécuter ce plan, mais il est certain que d'autres suivront une fois qu'il aura ouvert la voie. Il regarde une carte du monde, voyant des mages partout passer déjà à l'action pour remodeler la planète. Il tend une main vers Wang, invitant le mage du vent à accomplir cet appel avec lui. Wang baisse les yeux, son visage caché dans l'ombre alors qu'il s'adresse au grand prêtre. Il sort un croquis et demande si le mec qu'il cherche fait aussi partie de cet appel. Asko reconnaît le visage au quart de tour, demandant si Klein est celui qu'il traque. Il lâche que Klein et lui viennent en gros du même endroit, même s'ils ont pris des chemins différents. C'est toute la confirmation dont Wang a besoin. Il invoque une énorme décharge de mana de vent vert, décidant que la discussion est enfin terminée. Wang essaie de rassembler sa magie, mais ses mains restent vides. Il fixe sa paume, incrédule. Pas une seule étincelle de mana ne lui répond. Il prend une grosse claque glaciale en réalisant que la sensation de tout à l'heure n'était pas un coup de bol. C'est comme si sa connexion à tout était juste coupée net. Pire encore, il ne sent plus du tout la présence d'Elkan. Son familier a été forcé de retourner dans le royaume des esprits. Asko s'avance dans la lumière, observant le garçon galérer avec un sourire narquois sur le visage. Le prêtre explique que c'est sa salle de prière privée. Elle a été conçue spécialement pour qu'aucune magie ne puisse circuler entre ses murs. Dans ce lieu saint, la parole de Dieu est le seul pouvoir autorisé à exister. Wang est sidéré. Il ne pensait pas que c'était possible de créer une zone totalement morte pour la magie. Asko se met à marcher en rond,
parlant du jour où Radville est tombé. Il dit qu'il était incroyablement curieux au sujet de la personne qui avait réussi à survivre à ce cauchemar. Le prêtre se couvre la bouche, jouant au fan qui rencontre son idole. Il affirme que rencontrer Oin en personne fait battre son cœur à 100 à l'heure, au point qu'il n'arrive même plus à se concentrer sur ses fonctions. Dehors, la ville sombre dans l'obscurité, mais Asko est entièrement focalisé sur son invité. Il regarde par la fenêtre, ayant l'air de plus en plus d'un gourou de secte à chaque seconde. Il sourit, disant qu'il a enfin trouvé le compagnon parfait pour réparer ce monde cassé. Il tend le bras et attrape les mains ligotées de Oin. Le prêtre l'appelle Ragnan, donnant l'impression d'accueillir un vieil ami qui rentre au bercail. Oin n'en a rien à carrer d'un partenariat. Il frappe, essayant de porter un coup même sans sa magie. Il hurle sur le prêtre, exigeant de savoir quel lien il a avec Kleines. Asko le regarde de haut, son expression devenant glaciale et méprisante. Il décide que si Oin refuse d'écouter, il devra simplement lui montrer à la place. D'un geste calme, il ordonne à ses gardes d'emmener Oin. Une bougie au mur vacille et s'éteint alors qu'il le traîne. Un groupe de moines encapuchonnés encercle le garçon pour le conduire plus profondément dans les entrailles du temple. Pendant ce temps, l'atmosphère dans la ville est lourde de terreur. Edward Bowker se déplace dans les rues sombres, portant une lourde caisse de provisions. Il fait profil bas, essayant d'éviter d'attirer l'attention pendant le couvre-feu. Il a bien remarqué qu'il y avait un truc qui clochait avec l'ambiance dans la ville. Il se demande quelle devrait être sa prochaine action alors que l'influence de l'Église grandit. Non loin de là, des moines prêchent activement aux habitants sous la lueur des lampadaires. Les gens s'inclinent profondément devant les moines, les remerciant pour les bénédictions du grand prêtre. Édouard observe de loin, n'avalant pas cette mascarade religieuse d'une seule seconde. Il arrive enfin à une petite maison et dépose la caisse avec un bruit sourd. Iris et Enoch sortent pour l'accueillir, clairement surpris par le butin. Iris le remercie, soulagé d'avoir un peu d'aide alors qu'ils sont coincés à l'intérieur. Édouard balaie ça d'un revers de main, disant qu'il ne pouvait pas rester là à les regarder souffrir. Il mentionne les moines qu'il a vus faire leur ronde dehors en venant ici. L'ambiance dans la pièce change instantanément alors qu'il regarde vers la porte. Iris explique que c'est la tournée des bénédictions, qui n'est rien d'autre qu'une chasse à l'homme pour quiconque présente les symptômes de la peste. Quiconque est chopé avec les symptômes de l'épreuve est expédié dans un centre de purification pour ne plus jamais être revu. Enoch entend quelqu'un à la porte et agrippe le bras d'Iris. Ils sont là. Ils doivent faire vite, mais la porte est déjà en train d'être forcée. Un groupe de moines encapuchonnés se tient à l'entrée, annonçant la saison de l'épreuve. Ils prétendent être venus livrer la volonté du grand prêtre et vérifier si la famille fait face à des difficultés. Édouard n'a pas l'air impressionné. Il campe sur ses positions, bloquant leur passage vers la pièce. Mais les moines l'ignorent et forcent le passage à l'intérieur de toute façon. L'un des moines commence à fouiller pour chercher quelque chose caché dans sa robe. Il sort un cristal irrégulier et brillant, prétendument la volonté du grand prêtre. Enoch fixe le cristal, le visage livide de peur. Le moine inspecte la pièce avec un fredonnement froid et critique. Enoch arrive à peine à respirer. Il sait exactement à quoi sert ce cristal. Il sait que si sa mère est vraiment infectée, ce cristal commencera à briller à la seconde où il s'approchera d'elle. Iris serre ses mains l'une contre l'autre, tout son corps tremblant alors que les moines l'encerclent. Le moine lui demande pourquoi elle tremble autant si elle n'a rien à cacher. Il se penche plus près, se moquant de sa peur. Il dit que c'est comme si elle était sur le point de brûler au moment où la lumière la touche. Il lui dit qu'il n'y a rien à craindre tout en approchant le cristal de test juste devant elle. Il prétend que le grand prêtre va enlacer sa souffrance, mais Iris a l'air sur le point de s'effondrer. Edward Krakenfin. Il en a plein le cul de ce harcèlement religieux. Il s'avance, exigeant de savoir ce qu'il croit faire à une femme malade. Le moine hurle au blasphème, demandant comment il ose défier le grand prêtre. Édouard n'écoute pas. Il ne fait confiance qu'à sa propre force alors qu'il se prépare à cogner. Il commence à balancer les poings, faisant reculer les moines sous une série de frappes lourdes. Le chef des moines hurle à ses hommes de contrôler la femme immédiatement, affirmant que c'est un ordre direct. Deux moines chopent Iris, la plaquant au sol pendant qu'elle hurle de terreur. Enoch essaie d'aider mais se fait jeter au sol, criant pour sa mère. Le moine avertit Édouard que le grand prêtre ne le laissera pas s'en tirer après un tel affront. Les yeux d'Édouard brillent d'une lueur dangereuse. Il en a fini avec ces putains de fanatiques. Il frappe avec une force massive, dégageant les moines de son passage. Il enchaîne avec un coup de pied brutal qui fracasse le plancher et fait voler un moine. Le moine percute violemment le mur, crachant du sang alors que son masque doré se fissure. Édouard se tient au-dessus du moine vaincu, la respiration lourde mais contrôlée. Mais il est trop tard. Des cristaux bleus déchiquetés ont déjà jailli de la jambe d'Iris, la marquant comme victime de l'épreuve. Pendant ce temps, au fin fond du sanctuaire de l'église, Oin commence enfin à se réveiller. Ses yeux s'ouvrent brusquement, brillant d'une lumière bleue intense alors qu'il reprend conscience. Il est encore dans les vapes, mais le poids de la situation commence à faire son effet. Il réalise qu'il a été enchaîné à un siège de pierre au milieu d'une immense cathédrale sombre. Alors que sa vision s'éclaircit,
il voit l'horreur inimaginable qui l'entoure. La salle caverneuse est remplie de milliers de statues de forme humaine faites de cristal bleu lumineux. Wayne fixe le décor sous le choc, le cœur battant à tout rompre alors qu'il regarde ces silhouettes figées. Il comprend que ce ne sont pas juste des statues. Ce sont les habitants cristallisés de Great Hill. Asko est là, observant la réaction du garçon avec un sourire calme et serein. Il dit à Wayne que ces gens ne sont pas morts. Ils ont simplement été élus pour une noble vocation. Wayne se débat contre les lourdes chaînes qui lient ses poignets, le métal cliquetant bruyamment dans le hall silencieux. Il regarde frénétiquement autour de lui, son corps cloué au siège de pierre glaciale. Asko est assis en face de lui, expliquant que les statues de cristal constituent la Légion de Dieu. Wayne n'arrive pas à croire ce qu'il entend alors qu'il fixe le prêtre à travers les ombres. Asko coupe un morceau de viande dans son assiette, parlant de paver la voie pour un monde dirigé par les mages. Il prend une bouchée, déclarant calmement qu'ils attendent simplement leur heure. Les yeux de Wayne se remplissent d'horreur alors qu'une réalisation s'impose. Il hurle sur Asko, lui demandant s'il a vraiment l'intention de massacrer absolument tous les habitants de la ville. Asko pose sa fourchette avec un clac sec, le bruit résonnant dans la salle. Il lâche un sourire tordu et serein, disant à Wayne que « massacre » est un mot tellement inexact. L'expression de Wayne se durcit lorsqu'il évoque les enfants innocents de Radville qui ont été enlevés. Asko le fixe avec un regard sombre et prédateur, lui demandant s'il a déjà entendu un certain conte. Il parle d'une rumeur absurde, celle qui dit que dévorer le cœur d'un jeune mage donne de la magie à n'importe qui. Des distorsions visuelles à la Matrix soulignent le choc dans les yeux de Wayne alors qu'il entend le prêtre prononcer ces mots. De retour à la maison, un moine crie qu'Iris subit le jugement et qu'elle doit être emmenée. Le poing d'Edward percute le visage d'un moine dans un flou de mouvement. L'impact fait vaciller le moine en arrière, sa tête basculant brutalement sur le côté. Le moine s'écrase au sol, complètement neutralisé par la force du mercenaire. Edward se tient debout au-dessus des fanatiques à terre, le corps tendu et prêt pour la suite. Il s'écrase sur un autre moine avec un plaquage brutal, ne montrant aucune pitié pour ceux qui ont touché à Iris. Le moine qu'il vient de frapper gît sur le sol, de l'écume coulant de sa bouche. Un autre moine tend la main, mais la prise d'Edward est plus rapide et beaucoup plus forte. Il porte un coup écrasant qui fait gicler le sang sur le plancher en bois. La pièce n'est plus qu'un amas de meubles pétés et d'hommes gémissants, avec Edward debout au centre. Soudain, la porte est défoncée et d'autres hommes arrivent à la maison. Ce sont les gardes de la ville, brandissant leurs lances et exigeant de savoir ce que signifie ce bordel. Ils braquent leurs armes sur Edward, lui hurlant de ne plus bouger un muscle. L'un des moines qui l'a tabassé essaie de ramper pour s'éloigner, gémissant de douleur sur le sol plein d'échardes. Le moine pointe un doigt tremblant vers Iris et hurle aux gardes de la traîner dehors à l'instant. Iris regarde la scène, terrifiée, ses mains crispées sur sa poitrine alors qu'elle est étiquetée comme « pécheresse profane ». Edward campe sur ses positions, une aura sombre semblant irradier de lui alors qu'il fait face aux lances. Il soupire, se disant que son partenaire roi va lui passer un putain de savon pour ce merdier. Il fait craquer ses jointures, ayant l'air de s'en foutre royalement des soldats qui l'encerclent. Il leur dit d'amener la sauce, le regard froid et provocateur, alors qu'il se prépare pour le prochain round. Le moine en sang sur le sol hurle pour qu'il traîne aussi le mercenaire loin d'ici. Il exige qu'Edward soit transporté directement au quartier général de l'église pour y être jugé. Un soldat demande s'il ne devrait pas plutôt l'emmener à la prison de la ville au lieu de l'église. Mais le moine est inflexible. L'église elle-même lui fera payer le péché de blasphème. Edward se fige, son expression devenant pensive alors qu'il entend l'exigence du moine. Il répète les mots dans sa tête, un plan prenant clairement forme, le quartier général de l'église. Un sourire en coin s'étale sur son visage alors qu'il regarde Iris et Enoch, terrifiés, derrière lui. Il réalise qu'il lui offre un ticket gratuit pour entrer au cœur du territoire ennemi. Il lève les mains. Edward Bowker lève les mains avec un sourire narquois, choquant les gardes alors qu'il déclare se rendre. Les soldats ne perdent pas de temps, ligotant Iris et Edward et les faisant sortir de la maison. Enoch ne peut que regarder en silence. Iris jette un dernier regard en arrière, les mains solidement liées alors que les soldats la tirent vers la porte. Elle appelle son fils, les yeux remplis de chagrin alors qu'elle est traînée dans la nuit. Enoch reste seul dans la pièce, les larmes coulant sur son visage alors qu'il crie après sa mère. Edward regarde le garçon en larmes, son expression s'adoucissant malgré sa propre situation foireuse. Il promet au gamin qu'il ira jusqu'au bout et ramènera ses deux parents à la maison. Enoch s'essuie les yeux, hochant lentement la tête alors qu'il essaie d'être courageux pour le mercenaire. Le chef des gardes aboie l'ordre de se mettre en route, et le groupe disparaît dans le noir. La porte claque avec un bruit sourd, laissant la maison silencieuse et le garçon tout seul. De retour dans le hall, Asko continue son monologue sur les rumeurs de bouffer le cœur d'un mage. Ses yeux brillent d'une intensité glaçante alors qu'il raconte les morts atroces d'innombrables gosses. Une vision sombre du passé montre un village en flammes, avec des corps gisant morts dans la poussière. Des hommes masqués rigolent alors qu'ils emportent leur prise à travers la fumée et le feu du massacre. Le prêtre fixe le vide, prétendant que le souvenir de ses sacrifices le fait encore souffrir. Il explique la sombre vérité.
consommer le cœur d'un enfant peut temporairement amplifier le mana d'un mage. Oin écoute, horrifié, son corps se crispant contre les chaînes alors que la folie du prêtre se déploie. Asko se lève, ses robes flottant alors qu'il parle du privilège que seuls les mages peuvent savourer. Il fait un geste vers les murs incrustés de cristaux, qualifiant la souffrance de « tribut » pour la profonde volonté de Dieu. Il domine Oin enchaîné, affirmant que la ville perdue de Radville n'était que les fondations de leur terre sainte. Asko écarte les bras alors qu'une énergie dorée explose autour de lui, sa silhouette brillant de puissance. Il offre à Oin un ultime choix, se joindre à lui pour forger un nouveau monde où seuls les mages subsistent. La nuit tombe sur la ville, et l'auberge locale est enfin silencieuse. À l'intérieur, Enoch est assis sur son lit, perdu dans ses pensées tout en fixant une vieille photo. C'est une photo de lui gamin, serré fort dans les bras de son père. Il murmure « Papa », le souvenir pesant clairement très lourd sur lui. Il se souvient du jour où son père lui a remis une mystérieuse boîte en bois. Le vieil homme lui a dit de ne l'ouvrir que lorsque quelqu'un de vraiment précieux aurait besoin de protection. En pensant à Ragnan, le garçon n'arrive plus à rester en place. Il fouille dans son tiroir et en sort cette même boîte abîmée. À l'intérieur repose un pendentif en cristal bleu rayonnant, pulsant d'une faible lumière. Enoch le serre fort, décidant qu'il ne va pas juste rester assis là alors que son pote est en danger. Pendant ce temps, au plus profond de l'immense cathédrale, une scène bien plus sombre se déroule. Oin est toujours enchaîné, son esprit tournant à 1000 à l'heure avec le souvenir des enfants qui ont souffert pour rien. Soudain, une vague d'agonie le frappe alors que l'extraction commence. Il serre les poings contre les liens, mais il est pris au piège. Un seau rose vif brûle sur son torse, siphonnant son énergie vitale elle-même. Le grand prêtre Asko se tient en retrait et regarde alors que la chambre rituelle se remplit d'une énergie violente. Les yeux de Oin brillent d'un bleu envoûtant alors que son mana est extirpé de force de son corps. Il lâche un hurlement alors qu'un orbe concentré d'énergie verte commence à se former au-dessus de lui. Asko regarde la scène, demandant si cette démonstration de souffrance est sa réponse finale. Le prêtre a l'air presque paisible, malgré l'horreur qu'il inflige. Il explique que cet appareil ne fait pas qu'arrêter la magie. Il la transforme en une sphère physique. Et plus le garçon lutte contre, plus la douleur devient atroce. Oin s'affaisse en avant, cherchant son souffle alors que l'orbe vert finit de se matérialiser. Le prêtre tend la main, les yeux rivés sur le butin rayonnant. Il est sincèrement impressionné par la densité pure du mana qu'il vient de récolter. En le tenant en l'air, Asko s'émerveille de la profondeur insondable de cette énergie magique latente. Oin lève les yeux, à peine capable de les garder ouverts à cause de l'épuisement. Puis, sans la moindre hésitation, le grand prêtre ouvre la bouche pour consommer l'orbe. Il bascule la tête en arrière, savourant la montée d'énergie volée alors qu'il l'avale tout entier. Une impulsion lumineuse, massive jaillit du centre de la pièce. Les yeux d'Asko s'ouvrent brusquement, brûlant maintenant d'une lumière verte intense. Des cristaux bleus déchiquetés éclatent soudain du sol, remplissant la chambre. La pièce entière se transforme en une forêt de pierres tranchantes et lumineuses. Asko se fout de sa gueule, disant qu'il est presque jaloux du contractant du roi des esprits. Il mentionne que bâtir sa légion prend d'habitude une quantité colossale d'énergie aux autres. Mais avec ce nouveau pouvoir, les choses vont devenir beaucoup plus faciles pour sa cause. Il dit à Oin qu'il n'y a plus de temps à perdre avant de le laisser en plan dans le noir. Laissé seul, Oin essaie d'assimiler le contrôle démentiel de l'énergie dont il vient d'être témoin. Il se demande si un certain Klein est vraiment celui qui tire les ficelles derrière tout ça. Il serre les dents, réalisant qu'il n'a pas le luxe de rester assis à gamberger. Il commence à puiser dans ses dernières forces, créant un immense vortex de vent autour de la chaise. C'est un pari suicidaire, mais il va surcharger cette machine ou crever en essayant. Le grand prêtre Asko pète un câble de joie alors que l'énergie volée tourbillonne violemment autour de lui. Toute la salle du rituel palpite de puissance, et il a du mal à croire à une telle densité. Malgré le sang qui coule sur son visage, Oin est déterminé à trouver un moyen de se libérer de ses chaînes. Il force sur les liens métalliques, les dents serrées par pure défiance alors que la pièce tremble. Pendant ce temps, dans les cachots, Edward Bowker sent le sol trembler sous ses pieds. Les secousses font s'entrechoquer les chaînes suspendues dans les cellules vides et sombres à côté. Edward joue pour le moment le rôle du prisonnier sans défense, narguant ses ravisseurs sur l'hospitalité locale. Un garde encapuchonné se tient juste derrière les barreaux, ignorant complètement le baratin du mercenaire. Dans sa tête, Edward essaie désespérément de trouver comment débusquer le centre de purification. Il file un coup de pied au sol de frustration, sentant le poids de sa mission dans cette prison labyrinthique. Il se dit qu'il y a forcément un passage secret qui mène plus bas dans la cathédrale. Soudain, un truc du coin de l'œil le stoppe net. C'est Enoch, qui jette prudemment un œil par l'entrebâillement d'une lourde porte en bois. La mâchoire d'Edward se décroche en réalisant que le gosse l'a vraiment suivi dans cette putain de fosse au lion. Le garçon met rapidement un doigt sur ses lèvres, faisant signe à Edward de fermer sa gueule. Edward lâche un discret soupir de soulagement, captant qu'ils doivent passer à l'action maintenant. Il entame une grosse comédie, se pliant en deux et faisant genre qu'il va gerber sur le sol. Pendant que les gardes sont distraits par le bordel,
Enoch reste au ras du sol et rampe vers leur poste. Il bouge comme une ombre, s'approchant centimètre par centimètre du trousseau de clés posé sur la table. Il tend une main gantée, retenant son souffle alors qu'il vise le jackpot. Ses doigts tremblent un peu, mais il est presque à portée de l'anneau métallique. D'un coup sec et décisif, il récupère enfin les clés. Il ne peut s'empêcher de ressentir une poussée de victoire. Le plan risqué a vraiment marché. Edward l'observe depuis la cellule, le cœur battant à la chamade alors qu'il se prépare pour l'évasion. Mais le moment est brisé net quand la main d'un garde s'abat soudainement sur l'épaule d'Enoch. De retour dans la salle du rituel, Oin s'accroche à peine, cherchant son souffle alors que sa force vitale fout le camp. L'orbe de pur mana lumineux est maintenant totalement formé, planant de façon menaçante dans les airs. Asko le regarde avec une pitié feinte, lui rappelant que ne plus avoir de mana signifie la mort. Il fixe la sphère brillante, émerveillé par la qualité incroyable de ce pouvoir. Sans hésiter, le prêtre gobe l'énergie, sa bouche irradiant d'une lumière aveuglante. Une immense onde de choc de flammes dorées entre en éruption, signalant la déferlante de son nouveau pouvoir. Il dit à Ragnan qu'une fois sa vie éteinte, il n'y aura plus de retour en arrière. Mais il admet que c'est du gâchis, parce que tant qu'il est en vie, son potentiel est sans limite. Sur ce, Asko sort de la pièce, le laissant pourrir jusqu'à ce que la messe soit dite. Oin est laissé tout seul, regardant son propre sang goûter sur le sol de pierre glaciale. Il s'affale sur la chaise du rituel, ayant l'air plus mort que vif alors que les ombres se referment. Au-dessus de lui, l'appareil d'extraction commence déjà à tirer sur ses réserves restantes. Il regarde les seaux luisants sur ses menottes, réalisant qu'ils se nourrissent de ses moindres efforts pour s'échapper. Il maudit sa situation, essayant de trouver une dernière étincelle de force pour continuer de lutter. Du sang commence à suinter de ses yeux sous l'effort physique pur de résister à la machine. Dans sa conscience qui s'efface, un souvenir commence à refaire surface. Quelqu'un lui promettant de l'aider. Il se souvient d'avoir été un jeune garçon nommé Simon, levant les yeux vers un visage bienveillant d'il y a bien longtemps. Dans un souvenir chaleureux de son passé, Rouget sourit doucement à Simon, lui disant à quel point son père sera heureux quand il découvrira le talent du garçon pour la magie spirituelle. Le rêve vire au cauchemar alors qu'une maison est engloutie par des flammes rugissantes, et Simon hurle pour son oncle Rouget en plein désespoir. Une scène atroce accueille le gamin. La tête coupée de Rouget repose dans la poussière, du sang coulant de sa bouche alors que l'incendie fait rage en arrière-plan. La silhouette d'un homme se tient au milieu du brasier, tenant la tête coupée par les cheveux tout en serrant une épée tachée de sang. Le jeune Simon et Diana fixent la scène dans une horreur absolue, Simon arrivant à peine à chuchoter le mot « papa », alors qu'il fait face au tueur de sang-froid. Leur père, Kleines, soutient leur regard avec des yeux blancs et brillants, affirmant que c'est un décret royal et ordonnant à Simon de se rendre enfin utile. Rongé par le chagrin et la rage, Diana hurle et fonce sur son père, refusant de laisser ses actes impunis. D'un seul mouvement brutal, Klein tranche l'air, réduisant le cri de Diana au silence dans une gerbe de sang et de feu. Les larmes coulent sur le visage de Simon, alors que le reflet des ruines en feu vacille dans ses grands yeux terrorisés. Son frère le dominait, sa voix dénuée de toute émotion alors qu'il ordonnait à Simon de s'enfuir immédiatement. Simon fuit à travers la fumée et les braises qui tombent, le visage déformé par l'agonie, alors qu'il entend les cris de son père résonner derrière lui. Une soudaine éclaboussure de sang recouvre l'écran, marquant la fin finale et violente de l'innocence de l'enfance de Simon. À travers l'épaisse brume de feu et de fumée, une silhouette sombre et menaçante observe la fuite frénétique du garçon. Le voleur de cœur, Éard, se penche près de lui avec des yeux orange brillants, sa voix étant un râle glaçant alors qu'il réclame le cœur du garçon. De retour au présent, les yeux de Oin s'ouvrent brusquement dans un halètement sec, le traumatisme de son passé brûlant encore frais dans son esprit. Il est toujours piégé dans la chaise du rituel, au fin fond de la cathédrale, avec l'orbe rayonnant de son propre mana planant au-dessus de lui. Il serre le poing par pure défiance, jurant qu'il ne laissera pas son histoire s'arrêter là et qu'il doit y avoir un moyen de s'évader. L'orbe de mana palpite d'une lumière verte maladive, continuant de drainer la vie et la force de son corps cabossé. Oin regarde en l'air, ses yeux bleus glaciers se plissant alors qu'il cherche la moindre faille dans les entraves ou la pièce. L'étincelle d'une idée commence à germer dans son esprit, et il murmure un discret, peut-être à la chambre sombre et vide. Tout au fond des cachots, Edward Bowker hurle le nom d'Enoch en panique alors que les gardes les coincent enfin. Un garde encapuchonné a arraché Enoch du sol, tenant le garçon qui se débat pendant que les autres regardent avec une froide indifférence. La main du garde se resserre autour de la gorge d'Enoch alors qu'il exige de savoir comment un sale mioche du peuple a réussi à s'infiltrer dans la prison. Enfermé derrière les barreaux de sa cellule, Edward hurle au garde de lâcher le gamin, sa voix résonnant dans le couloir de pierre. Au milieu du chaos, Enoch a soudain un flashback de son père lui confiant un pendentif en pierre spéciale pour sa protection. Il parvient à choper le pendentif caché, hurlant le nom d'Edward alors qu'il se prépare à utiliser le dernier recours que son père lui a laissé. Les gardes et Edward regardent tous avec incompréhension le garçon tenir en l'air ce morceau de pierre en apparence ordinaire. Enoch hurle le nom d'Edward alors qu'il tend le bras de toutes ses forces, thrustant la pierre vers les barreaux de la cellule. Il pète le cordon autour de son cou,
arrachant la pierre avec un grognement désespéré alors qu'il tombe vers le sol. Le pendentif vole dans les airs vers le sol de pierre glaciale, l'air autour de lui commençant à se tordre d'une puissance cachée. Lorsqu'il frappe le sol et vole en éclats, les fragments libèrent une lumière bleu saphir aveuglante qui remplit tout le couloir. Une énorme explosion de pure énergie jaillit du pendentif brisé, engloutissant les gardes dans un flash blanc et incandescent. Au loin, dans le soi-disant centre de purification, une voix calme explique que la douleur n'est qu'une partie nécessaire du processus sain. Un groupe de victimes est blotti, priant ensemble, des cristaux bleus déchiquetés commençant déjà à pousser douloureusement à travers leur peau. Le grand prêtre Asko se tient devant les foules, baigné d'une lumière chaude et dorée qui masque l'horreur de ses paroles. Il lève les bras vers une statue gigantesque, promettant aux fidèles que leur douleur s'estompera et qu'ils seront enfin complets. Un homme serre les mains en prière, alors même qu'un énorme amas de cristaux jaillit de ses poignets dans un craquement écœurant. Une autre victime baisse les yeux sous le choc absolu alors qu'un éclat pointu de cristal bleu lui transperce l'épaule. Soudain, la purification tourne au bain de sang alors que les cristaux grandissent de façon incontrôlable, empalant les gens sur place. Asko garde son sourire serein et calculé, même quand la pièce se remplit des hurlements désespérés des fidèles agonisants. Les victimes sont brutalement empalées et déchiquetées par les cristaux mêmes qui étaient censés leur accorder le salut. Le grand prêtre Asko flotte calmement au-dessus du carnage, les yeux fermés comme pour savourer le bruit de la purification qui s'achève. Le grand prêtre Asko fixe le vide, ses yeux verts pâles dénués d'empathie, alors qu'il observe les résultats horribles de son rituel de purification. Il se tient devant une structure en bois tordu, chuchotant une prière pour être guidé vers sa sombre vocation alors que la pièce palpite d'une énergie malveillante. De gigantesques cristaux bleus, tranchants et irréguliers, continuent de pousser et de se briser dans la chambre, leur lueur éclairant le carnage. De lourdes chaînes de fer cliquettent violemment contre le sol de pierre, le bruit résonnant dans les couloirs froids et humides de la cathédrale. De retour sur la chaise rituelle, Oin est entouré de rubans tourbillonnants de mana vert pâle alors que la machine continue son drainage impitoyable. Serrant les dents face à la douleur, Oin réalise que la machine absorbe et matérialise tout mana libéré pour lancer de la magie. Il échafaude un plan ultra dangereux, forcer son mana à circuler à l'envers, en espérant que la tension provoquée suffira à faire sauter tout le système. Ses yeux flamboient d'une lumière bleue désespérée alors qu'il se résout à prendre le risque, sachant qu'il crèvera de toute façon s'il reste là sans réagir. La sueur perle sur son front alors qu'il concentre chaque once de sa volonté pour contrôler la surcharge, déterminé à faire péter l'explosion à l'intérieur de la machine. S'il n'arrive pas à contenir l'énergie, la pression sera trop forte pour que son corps physique puisse l'encaisser, et c'est son propre corps qui explosera. Les victimes sont pétrifiées sur place, les visages à moitié enfouis dans des cristaux bleus déchiquetés. Des éclats tranchants jaillissent de leurs têtes, les verrouillant dans un hurlement silencieux et permanent. Des rangées de gens se tiennent comme des statues macabres, remplissant les halls sombres de la cathédrale. Le grand prêtre Asko traverse le hall, décidant que l'attente est enfin terminée. Il tend la main vers l'une des figures cristallisées. Il pose une main contre la poitrine froide et couverte de cristaux d'un villageois. Un fin sourire traverse son visage alors qu'il se prépare à entamer le rituel. Une violente lumière orange traverse la statue à son contact. Les yeux de la victime s'ouvrent brusquement, brillant d'un feu doré et vide. Asko observe la transformation avec une expression calme et satisfaite. Il leur souhaite la bienvenue dans la Légion de Dieu, leur disant d'accomplir leur but divin. La silhouette se tord pour devenir une bête gigantesque et ténébreuse aux yeux rouges brillants. Au fond des entrailles de la cathédrale, les longs couloirs sont silencieux et froids. Iris court pour sauver sa vie, cherchant son souffle pendant sa fuite. Elle s'arrête et baisse les yeux, terrifiée, des cristaux bleus poussent de sa cheville. La panique s'installe alors qu'elle réalise qu'elle n'a plus nulle part où fuir. Dans la salle du rituel, l'énergie magique commence à fissurer le sol. Oin est toujours enchaîné, son mana étant aspiré dans un orbe brillant et lumineux. Il serre les dents contre la douleur, refusant tout simplement d'abandonner. La menotte métallique sur son bras devient rouge vif alors que le siphonnage s'intensifie. L'orbe de mana au-dessus de sa tête commence à vibrer d'une puissance instable. Oin hurle, le sang giclant de sa bouche alors que la pression s'accumule. Il sait que son corps physique ne pourra pas tenir beaucoup plus longtemps. Si le flux inversé est trop fort, le retour de force le déchiquettera en pièces. Mais si c'est trop faible, la machine va le pomper jusqu'à la dernière goutte. Il se concentre, essayant de canaliser la quantité exacte de contre-pression nécessaire. Des fissures commencent à se propager en toile d'araignée sur le sol de pierre autour de la chaise. Il voit que son plan est enfin en train de marcher. La rune rouge sur la menotte commence à se briser sous la contrainte. Une énorme explosion de mana vert et blanc jaillit, faisant voler le rituel en éclats. Dehors, dans les rues de Greydhill, l'air de la nuit est rempli de hurlements. Une main couverte de sang gît inerte alors que la ville est envahie. Les monstres de cristal déchiquettent les habitants sans aucune pitié. Le chaos éclate alors que tout le monde se bouscule pour échapper au massacre. Même les cultistes eux-mêmes ne comprenaient pas ce qui se passait. Il tomba à genoux pour prier, espérant que l'église le sauverait. Une bête de l'ombre le domine,
levant une griffe de cristal aiguisée. Le sang a giclé partout, et le masque est tombé avec un cliquetis métallique, signalant que le chaos devenait complètement incontrôlable. Il gise là dans une mare de sang, un signe macabre de la vraie nature de l'Église. Iris continue sa fuite désespérée à travers la cathédrale. Elle trébuche maintenant, ses jambes s'alourdissant alors que la transformation s'empare d'elle. Elle entend un grincement derrière elle et regarde en arrière, terrorisée. Un monstre de cristal bondit des ténèbres, juste sur ses talons. Iris s'effondre alors qu'un monstre de l'ombre la surplombe dans le sombre couloir. La bête se jette en avant, sa forme de cristal déchiquetée, tranchante et mortelle. Elle appelle son fils une dernière fois, les larmes brouillant sa vue. Une gerbe de sang frappe le mur alors que la griffe de la créature s'abat. Au bout du couloir, Enoch et Edward assistent à cette scène effroyable. Enoch hurle le nom de sa mère, son monde volant en éclats en une fraction de seconde. Edward Bowkers attrape le garçon, lui hurlant de rester exactement où il est. Le mercenaire serre les dents, regardant le monstre avec une incrédulité totale. La créature de cristal lâche un cri perçant qui résonne à travers la cathédrale. Loin en dessous, le sol de la salle du rituel n'est plus qu'un amas de pierres brisées. Des chaînes pétées et des débris sont tout ce qu'il reste de la chaise de siphonnage. Oin est étalé au centre du cratère, inconscient et recouvert de sang. Une voix le traite d'imbécile téméraire pour avoir encore sauté dans la gueule du loup. Elkan plane au-dessus de lui, demandant s'il a enfin décidé de se réveiller. Oin galère à se relever, ses membres tremblant sous l'effort. L'oiseau lui dit de s'inquiéter de son propre corps en miettes avant toute chose. Oin lâche un grognement, réalisant qu'une variable inattendue a ruiné son plan. Il arrive à peine à supporter son propre poids, mais il sait qu'il doit arrêter Asko. Elkan sent un changement soudain et glacial dans l'air. L'oiseau prévient que quelque chose d'énorme vient de commencer. Le mana à la surface est en train de s'emballer d'un coup, bien plus qu'avant. Oin capte que le grand prêtre est enfin en train de purger les habitants de Great Hill. Il sait qu'il doit bouger immédiatement s'il veut arrêter le massacre. Il regarde dans la chambre sombre et en ruine, cherchant une putain de sortie. Un flash de lumière aveuglant révèle une silhouette dans l'encadrement de la porte. Oin et Elkan lèvent les yeux, surpris par ce visiteur inattendu. Le grand prêtre Asko s'avance dans la lumière, déclarant que c'est un jour historique. Il sourit chaleureusement, disant que c'est un honneur de rencontrer le roi des esprits dans de telles conditions. Oin crache son nom avec une haine pure et absolue. Elkan peut sentir l'odeur putride de la mort qui se dégage du prêtre. L'oiseau sait que cette situation s'annonce très mal pour tout le monde. Les villageois transformés sont montrés comme une masse terrifiante de cristal et d'ombre. Oin est horrifié par l'ampleur de la destruction causée par Asko. Il exige de savoir ce que le prêtre a fait à ces gens. Bordel. Asko écarte les bras, prétendant avoir juste ouvert les yeux de ceux dépourvus de magie. Il qualifie la mutation horrible de magnifique processus de renaissance. Il tend la main, offrant à Oin une ultime chance de se joindre à lui. Il pense que le noble vent rendra enfin sa légion parfaite. Oin n'hésite pas une seule seconde, lui disant d'arrêter ses conneries. L'expression d'Asko reste calme et détachée alors que son offre est balayée. Il dit simplement qu'il n'a pas d'autre choix alors, en levant la main. Un chœur de rugissement remplit la salle alors que les monstres se préparent à attaquer. Oin rassemble ses forces, le mana de vent tourbillonnant autour de ses pieds pendant qu'Elkan vole à ses côtés. Il baisse les yeux sur ses mains tremblantes, sachant que son corps est bien trop faible pour la baston qui s'annonce. Le grand prêtre Asko observe avec un sourire calme et dérangeant, se foutant de la situation. Une explosion soudaine d'énergie jaillit à proximité, mais Asko n'y prête pas attention, concentré sur son but principal. Les yeux de Oin s'écarquillent en voyant le nombre incalculable de monstres qui remplissent la pièce. Asko marche au milieu de sa légion, affirmant qu'il n'a aucune envie d'être l'ennemi de Oin. Les créatures de cristal continuent leur avancée impitoyable, ignorant la destruction autour d'elles. À la surface, les villageois ne peuvent que hurler alors que le cauchemar consume leur maison. Asko contemple le carnage, considérant les morts comme de simples ratés incomplets. Il se penche près de lui, offrant à Oin une dernière chance de se sauver en changeant de camp. Oin répond par un direct dévastateur, son poing percutant de plein fouet la mâchoire d'Asko. Il chope le prêtre par le col, le visage tordu de pure rage alors qu'il maudit la folie du type. Elkan l'appelle, le pressant de lâcher le prêtre et de se concentrer sur le vrai danger. L'oiseau avertit que chaque seconde qu'il perde rapproche le village de l'anéantissement total. Dans une autre partie de la cathédrale, l'air est lourd de poussière et de l'odeur du sang. Edward Bowkers fouille dans les décombres, la voix crispée alors qu'il appelle le garçon. Enoch apparaît soudainement juste derrière lui, foutant la frousse aux mercenaires endurcis par les batailles. Le gamin parvient à lâcher une petite vanne sur sa propre utilité malgré l'horreur ambiante. Edward lâche un grognement, râlant que ses frais médicaux devraient être déduits de sa commission. Enoch le regarde bizarrement, se demandant comment il a fait pour rester éveillé pendant que les autres s'effondraient. Edward attribue sa survie à la pure volonté, même s'il trouve toujours le gosse complètement inconscient. Un triste sourire effleure les lèvres d'Enoch alors qu'il explique que cet endroit lui est familier. Il se souvient d'une époque où l'ordre n'était qu'un endroit qu'il visitait avec son père. Flashback sur un Enoch plus jeune,
marchant joyeusement à côté de son père dans les grands halls. Il a passé son enfance à explorer les moindres recoins de ces immenses bâtiments de pierre. À l'époque, il n'y avait ni peste ni épreuve, juste des couloirs infinis où vagabonder. Il se faufilait dans les pièces interdites, prenant ça pour un grand test de courage. Édouard Pouf, notant que le garçon devait être un sacré petit merdeux, même à l'époque. Enoch sort un petit artefact, mentionnant que son père l'a fabriqué spécialement pour lui. Sa voix se brise lorsqu'il avoue qu'il ne sait plus où se trouve son père aujourd'hui. Édouard réalise que le père du garçon pourrait être une autre victime retenue captive entre ses murs. Il fait craquer ses jointures et demande à Enoch d'ouvrir la marche vers le cœur de la cathédrale. Leur avancée s'arrête net quand il trouve Iris allongée, inerte, sur le sol froid. Le cœur d'Enoch se brise, et il essaie de se précipiter à ses côtés alors qu'Édouard le retient. Le visage du mercenaire se durcit, sentant une présence tapie dans les ombres devant eux. Un gigantesque monstre de cristal émerge des ténèbres, son corps pulsant d'une lumière bleue maladive. Il lâche un rugissement guttural qui fait trembler le sol des vibres dans tout le couloir. Édouard se prépare pour le choc inévitable, poussant Enoch derrière lui pour le protéger. La bête frappe à une vitesse fulgurante, son bras déchiqueté s'écrasant dans les côtes d'Édouard. Il grogne de douleur, ses pieds glissant sur le sol alors qu'il galère à rester debout. Le visage de la créature est un masque grotesque d'agonie figée, dépourvu de toute humanité. Avec un hurlement terrifiant, le monstre bondit à nouveau, déterminé à finir le boulot. Mais d'un mouvement parfait, le mercenaire fit une roulade, esquiva l'attaque, et balaya le monstre d'un coup de pied. C'était autrefois un homme, mais ce n'est plus qu'une coquille vide de cristal et de rage, émettant un gémissement sourd et obsédant. Édouard grogne sous le poids du bras du monstre, ses muscles saillants alors qu'il lutte pour tenir la créature à distance. Derrière lui, Enoch reste figé sous le choc, berçant le corps inerte de sa mère sur le sol de pierre glaciale. Les larmes coulent sur le visage du garçon alors qu'il supplie sa mère d'ouvrir les yeux et de se réveiller. Iris reste à peine consciente, sa respiration faible et saccadée alors que la vie quitte peu à peu son corps. Enoch réalise qu'elle est encore en vie, mais ses blessures dépassent de loin sa capacité à la soigner ici dans le noir. Édouard hurle par-dessus son épaule, ordonnant à Enoch de prendre sa mère et de s'enfuir pendant qu'il le peut encore. Le mercenaire capte que son épée ne sert à rien contre la peau cristalline du monstre et regrette amèrement que Ragnan ne soit pas là. Enoch regarde le visage souffrant de sa mère, une étincelle de résolution désespérée s'allumant enfin dans ses yeux. Il appelle Édouard, sa voix tremblante mais claire, alors qu'il prend une décision soudaine et dangereuse. Sans dire un mot de plus, il pique un sprint dans l'obscurité, disant au mercenaire de tenir bon juste un peu plus longtemps. Édouard regarde, incrédule, se demandant ce que le gosse pense pouvoir foutre tout seul. Enoch court aussi vite que ses jambes le lui permettent, sachant que seule la magie peut arrêter le cauchemar qui se déroule derrière lui. Il navigue dans les couloirs sinueux de la cathédrale de mémoire, cherchant une porte spécifique de son enfant. Il tourne à un dernier croisement et s'arrête, le cœur battant à tout rompre en réalisant qu'il a atteint sa destination. Devant lui se dresse l'entrée du laboratoire magique de l'ordre, un endroit fait à la fois de merveille et d'horreur. Il pousse lentement les lourdes portes bardées de fer, les gonds grinçant dans le silence de l'aile restreinte. Il jette un œil dans les ombres du labo et recule de frayeur, repérant une silhouette qui se cache dans la pénombre. La panique s'embrase dans sa poitrine alors qu'il se planque derrière une grande chaise, terrifié à l'idée de se faire choper par un des prêtres de l'ordre. Il retient son souffle et fixe la silhouette immobile, réalisant qu'il y a un truc qui cloche profondément chez cet homme. La lumière révèle un spectacle macabre. Un cobaye du labo affalé sur une chaise, ses yeux remplacés par deux gouffres de ténèbres insondables.